Alors, bonjour Amaury, bonjour Michel, et merci infiniment de nous consacrer ce temps. On est là pour parler de vous aujourd'hui. Est-ce que, Amaury, vous pouvez déjà commencer à nous parler de cette maison d'édition de paysages qui est particulière dans le monde éditorial, son Bien sûr. historique, voilà. D'abord, merci évidemment à tout le monde d'être là. C'est vrai qu'on converse via Insta, via Twitter, donc ça fait plaisir. On ne remplace pas ça, cette image, avoir le visuel avant d'avoir au moins le contact, un jour peut-être dans une librairie ou autre. Moi, en tout cas, je m'y rends très souvent et puis de plus en plus, les libraires demandent justement à ce que je ne croyais pas en fait auparavant, à ce qu'on vienne un petit peu parler de la maison d'édition, de comment elle est née. Ça intéresse de plus en plus les lecteurs d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière en fait les livres. Et puis effectivement, c'est aussi un peu un principe qui m'a guidé moi dans la maison d'édition, puisque à l'origine, je voulais y consacrer en fait davantage la maison d'édition à des essais en anthropologie, mais anthropologie, on va dire, accessible à tous. L'idée étant effectivement de ne pas faire des énièmes livres comme au CNRS Édition, ils font ça très très bien. Le but, c'était de faire quelque chose d'assez accessible, toujours basé sur l'autre et l'ailleurs, hein, c'était mon idée. Et j'ai commencé comme ça, et j'avais évidemment en tête de la littérature, mais j'avoue que c'était quelque chose que je voulais mettre assez loin parce que je pensais que j'étais davantage bon dans mon domaine, à savoir le domaine universitaire. C'est de là d'où je viens, c'est de l'édition universitaire que j'ai fait pendant une quinzaine d'années, avant de me lancer moi-même, en voyant qu'il y avait une niche finalement un petit peu à prendre, après m'être renseigné aussi auprès de beaucoup on va dire, à la fois de collègues et de gens qui sont dans l'anthropologie. Et puis effectivement, j'avais placé un peu la littérature un peu de côté, parce que franchement, je m'estimais pas forcément capable en fait d'aller vers ce domaine particulier. Et donc, j'ai lancé les premiers essais en mai 2019, ça va faire donc maintenant un an. Évidemment, il y a 3 ans de préparation auparavant. J'ai lancé tout un tas de dossiers qui verront petit à petit le jour. Donc, on ne peut pas vraiment donner une date de naissance de la maison d'édition ni du projet. C'est quelque chose que je porte évidemment depuis très très longtemps. Dès lors, je pense qu'on commence à rentrer dans une structure, une maison d'édition. On a tous un petit peu en tête, comme quand on ouvre un livre, peut-être un jour, pourquoi pas d'en écrire un. Et bien de la même manière, quand on commence à être éditeur, on a cette idée d'un jour devenir éditeur pour soi, puisqu'auparavant, je travaillais pour d'autres, tout simplement. Et voilà, donc après, je ne peux pas dire quand est-ce que c'est venu, mais ça fait évidemment très très longtemps. Puis je crois que le livre a toujours été au centre de tout, m'a toujours entouré, j'ai tout fait pour y rester. Voilà. Donc après, la littérature, je pensais aussi, mais ça, je crois que ça concerne un peu tout le monde, que c'est pas parce que j'aimais quelque chose que les autres allaient l'aimer. Et donc, c'est un métier assez orgueilleux, parce qu'on prétend en fait tout simplement universaliser un petit peu nos goûts. On aime quelque chose, on se dit bon, après tout, est-ce que les autres vont l'aimer? Et puis, je lisais énormément, évidemment, de littérature amérindienne, anglophone et francophone. J'ai passé un petit peu de temps au Québec pour faire mes études, et c'est là-bas que j'ai rencontré effectivement la problématique, on va dire, amérindienne. Alors, Michel, j'utilise amérindien, je sais bien qu'on parlerait plutôt des Premières Nations ou autres, mais c'est vrai qu'en France, c'est un terme qui est un petit peu plus répandu. Et comme d'autres, en fait, quand je suis arrivé là-bas, j'avais tout un tas d'idées sur le pays. Et j'avais peu entendu finalement parler des Premières Nations du Québec et du Canada en général. Les Amérindiens, pour moi, c'est évidemment davantage ceux des États-Unis. La littérature que je lisais, elle venait de là-bas principalement. Et en fait, très vite, je me suis aperçu qu'à côté de moi, pas très très loin de moi, vivaient effectivement des gens dont je n'avais jamais entendu parler. J'en parlais un peu à l'université, et mes collègues, on va dire tout simplement, évitaient le sujet. Ça posait toujours un petit peu de problème. Et jusqu'au moment où, avec mon épouse, on a essayé de un petit peu fouiller tout ça et d'aller à la rencontre des gens. Donc, près de Québec, c'était Wendake, hein, c'est une réserve qui était assez facilement accessible. Et puis, je pense qu'elle n'est pas à l'image de toutes les autres, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on s'est intéressé à ça. Mais voilà, et puis, en fait, l'opportunité est venue, effectivement, de se lancer dans Hamoun. J'avais une petite librairie numérique qui a cessé d'exister maintenant il y a presque 2 ans, faute de clientèle. Et un jour, j'étais tombé sur Hamoun en version québécoise et impossible de le vendre en France. Il n'y avait pas de droit de diffusion. Et ça m'est resté dans la tête. Et quand j'ai eu l'opportunité, effectivement, de me lancer dans la littérature, j'ai voulu commencer par ça, parce que j'avais été très, très touché par les nouvelles. Et effectivement, j'avais lu en partie la nouvelle de Naomi Fontaine. Peut-être que mon premier livre, d'ailleurs, que j'ai lu, c'était d'elle. Hein, c'était Kwetzipan, c'était son premier. Et c'est là que moi, je suis vraiment tombé dedans. Et donc ensuite à Moon, et voilà comment c'est venu. J'ai fait une lettre assez naïve à notre éditeur, l'éditeur évidemment à Montréal, me disant bon voilà, j'ai très peu de moyens, je lance cette petite structure, mais j'ai beaucoup d'ambition à savoir faire connaître la littérature amérindienne en Europe. Je pense qu'elle est extrêmement riche. Et tout simplement, je pense que ce projet
a plu. Ils ont accordé la confiance et nous, on a travaillé dur avec effectivement et Michel et l'artiste qui a bien voulu aussi faire la couverture et puis la maquettiste et tout ça pour faire paraître ça et commencer cette collection-là. Donc voilà un petit peu, de façon générale, comment je brosse voilà, pour brosser un petit peu dans les grands traits la naissance des éditions des paysages. Alors, Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter également votre parcours, entre guillemets, et comment vous êtes arrivé à la littérature? Moi, j'ai toujours été un très grand lecteur. J'étais convaincu quand j'étais jeune que j'écrirais. Puis un jour, j'avais 40 ans, j'étais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada où je travaillais à l'époque. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais jamais écrit. Je me suis dit, bon, ben, ça fait partie des choses qu'on imagine quand on est jeune et qu'on ne fera jamais parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous amènent, le travail, le ci, le ça. Et puis, à un moment donné, j'ai été amené à écrire un livre qui était en fait un guide de consommation. Puis l'idée, c'était j'animais une émission d'enquête. Puis c'était de rebrander l'émission que j'animais. Puis on a fait un livre à travers ça. C'était simplement un guide de consommation. Ensuite, l'éditeur m'a proposé de faire, me fait lire Ryszard Kapuscinski, Eben, tout ça, le journalisme littéraire. Il m'a proposé un projet qui n'a pas marché, mais qui a donné un premier livre qui s'appelait Envoyé spécial. À travers des histoires, des vignettes que je raconte. J'ai fait beaucoup de reportages à l'international. Je raconte les dessous du métier d'envoyé spécial, comment ça se passe et tout ça. Et ensuite, j'ai eu l'idée d'un premier roman. Alors, le roman se passait en Haïti, pendant la crise en 2004, au moment où Jean-Bertrand Aristide a quitté le pouvoir. C'est un roman en plus, un suspense. Et ensuite... On vous a perdu, Michel? Oui, je crois qu'on l'a perdu. Ouais. Un caribou est-il passé par là? Là, pour le coup, c'est en suspense. Hein? Oui. Alors, Amaury, on va revenir sur votre maison d'édition. Déjà, combien avez-vous publié de romans ou de nouvelles depuis le début? Ouais. Ben, en fait, c'est Coucou, mais le deuxième. Tout simplement, c'était Hamoun en fait qui était le premier recueil. Alors, et d'ailleurs, ça me permet d'en parler. Effectivement, je pense que l'erreur on va dire, de l'éditeur débutant, c'est en France, c'est par exemple d'avoir mis sur la couverture nouvelle. Ça effraie énormément les libraires, ça a effrayé beaucoup de monde. Au lieu de parler de courts récits, de courts brefs, de brefs récits, de choses comme ça. Ah, tiens, Michel est revenu. Et donc, en fait, j'ai commencé par ça, et finalement, Coucou, mais juste le deuxième. Alors, évidemment, d'une série que j'espère assez nombreuse, puisque j'ai déjà pris les droits pour d'autres romans, mais effectivement, c'est tout simplement Coucou, mais tout simplement le deuxième que je publie. En termes. Et puis, les essais, j'en ai déjà publié 2. Il y en a un à paraître le 26 juin et un autre à paraître en septembre. Là, on est davantage, on va dire, dans de l'anthropologie un petit peu tout public, mais on est dans la catégorie de l'essai, pas de la littérature. Michel, vous voulez bien reprendre? Oui, excusez-moi, transatlantique, j'imagine que la ligne Internet. Alors, je disais, j'ai... Ah non! Aïe, aïe, aïe. Ouais, bon, ouais. Les aléas du direct. Ouais, Zoom a un problème avec Michel, c'est pas possible. Ouais, j'ai l'impression. Donc, Amaury, vous pouvez reprendre sur ce qui va paraître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, même si je suppose que beaucoup viennent ici aussi pour la littérature, mais pour moi, c'est vraiment finalement les deux versants d'une même montagne, quelque part, puisque l'idée, quand même, toujours derrière, c'est d'aller aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de l'ailleurs, que ce soit dans un cadre un petit peu plus, on va dire, universitaire, ou que ce soit dans un cadre des littératures de la fiction, tout simplement. Mais dans tous les cas, il s'agit effectivement de rendre un peu accessible ce savoir-là. Alors, le prochain qui paraît, c'est un essai très court, il fait une centaine de pages, donc on est très très loin des grosses sommes justement qu'on publie dans les maisons d'édition universitaires classiques. Ça s'appelle Faut que ça teigne, écologie, religion et sacrifice. Et ça c'est parti d'une idée toute simple d'un anthropologue de Brest qui avait un jour été tout simplement dans sa boucherie, qui voit en face de lui son boucher, évidemment, une tête de chameau empaillé et à côté un crucifix. Et il s'est demandé à un moment donné, est-ce que par hasard, les têtes empaillées qu'on voit partout, qui aujourd'hui ressurgissent aussi dans les magazines de mode,
va dire tout ce qui est les restes animaux, les restes naturalisés. Est-ce que ce ne serait pas en train de remplacer finalement nos crucifix, en tout cas dans les pays chrétiens, sur les murs? Il part de ça, une hypothèse pas très sérieuse au départ, et finalement il tire un petit fil, et très souvent c'est un peu déstabilisant, c'est gênant, avec l'idée au final que dans toute société il faut des grands sacrificateurs, et aujourd'hui on a du mal, nous, éventuellement, à sacrifier, donc on délègue ça, notamment à l'ours, au loup. Donc c'est un essai, c'est assez incisif, c'est un ton narquois, je trouvais ça assez amusant aussi à éditer. Donc c'est léger avant les vacances, c'est lisible, y compris, je pense, sur la plage, même si le papier souffrirait peut-être. Mais voilà, et puis en septembre, un autre essai, et pour la littérature, ce sera probablement début 2021, avec, là, j'en avais déjà un petit peu parlé, les chroniques de Kitchike, de Louis-Carl Picard-Sioui, qui a déjà fait une nouvelle dans Hamoun, justement. Donc ce sera, voilà, là encore, c'est sûr, complètement autre chose, complètement un autre ton, un autre style que Michel. Mais ça fait partie de la diversité puis de la richesse de ces littératures-là, justement. Michel, Oui. on espère que ça marchera. Oui, je suis désolé pour la technologie, on en est victime. Mais alors, moi, j'expliquais que j'avais commencé à écrire des romans qui étaient plus des romans contemporains. Et il est arrivé, ma grand-mère est décédée, Jeannette, pour ceux qui ont lu Cocum. Puis à son décès, on a eu, ça va aux funérailles ici, c'est catholique. Alors, surtout chez les Inuits, qui sont très croyants. Au dernier moment, avant d'aller à l'église, on ferme le cercueil et on fait une dernière prière avant de fermer le cercueil. On fait ça. Et là, soudainement, nous, on a été élevés pas du côté blanc, si on ne veut, pas du côté Inuit. Et là, quelqu'un a dit, est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Et là, on a dit oui. Et le côté autochtone de la famille, tous ceux qui vivaient encore sur la réserve ont commencé à prier. C'est une chanson, la prière. C'était comme une scène de film. On est tous devenus très émus. Et ensuite, au restaurant, la cousine de ma mère, qui s'appelle aussi Jeannette, elle vient me voir et elle me dit Michel, il faut que je te parle. Mais moi, je ne la connais pas. Elle me dit j'ai dit oui. Elle me connaît de la TV, parce que je fais de la télévision aussi. Et elle me dit Michel, toi, elle dit l'Indien, tu l'as en toi. Moi, je dis c'est une belle expression, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, elle me dit, je t'ai souvent vu dans des situations où tu es à l'extérieur, tu couvres des événements où les gens s'énervent, tout le monde est énervé, et toi, tu es toujours très calme. Elle dit, ça, c'est indien. Et là, moi, je me suis dit, c'est vrai, mais j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère et non pas un trait culturel. Là, moi, ma réflexion a commencé là. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Elle et nous, qui est un peu un prequel à Cocum, si on veut, où je raconte ça. Et dans le premier chapitre, c'est moi qui parle. Je raconte des histoires comme ça qui ont un lien avec la culture, avec les événements de racisme que j'ai vécu. Dans le chapitre d'après, c'est, j'imagine, ma grand-mère qui, à son 100e anniversaire, raconte sa vie. Les deux histoires créent le fil de l'histoire du roman. Ensuite, j'ai écrit un roman sur les pensionnats autochtones. Puis ensuite, j'ai écrit un roman qui est autre chose, qui se passe au Sri Lanka, qui s'appelle Tsunami. Et le livre Cocum, je l'avais dans ma tête depuis longtemps. Et je n'osais pas l'écrire parce que, je ne sais pas, je sentais une responsabilité. Puis moi, de ma nature, ça ne paraît pas nécessairement, mais je suis quelqu'un d'assez pudique. Et donc, d'utiliser ma famille, moi, mes choses, ce n'était pas quelque chose que j'aime tant faire que ça. Mais j'ai voulu raconter à travers Cocum l'histoire de la sédentarisation forcée des Inuits, et c'est comme ça que ça s'est passé un peu partout, à travers l'histoire du personnage d'Almanda, qui est un personnage réel, mais qui est un personnage extraordinaire aussi. Et ça m'a pris presque 2 ans à écrire le livre, pourtant il n'est pas très long. Ça a été très difficile. Mais en même temps, à mesure que je le faisais lire à une amie qu'Amaury connaît, Isabelle, qui est une Wendat, puis j'avais toujours son avis à elle. Quand je suis arrivé à la scène, par exemple, la drave, là, quand ils arrivent à la rivière et qu'on sert de la rivière, je me souviens, j'étais assis juste à côté, puis j'étais comme en colère dans mon salon tout seul. C'était un dimanche soir, il était 9h. J'ai appelé Isabelle. Isabelle, je suis en colère, là. Je le prends. Puis elle m'avait dit, ben, c'est normal, on l'est tous un peu comme ça. Alors, je me suis rendu compte aussi qu'en racontant cette histoire-là, c'était une histoire que beaucoup d'Autochtones savaient ou ne savaient pas, mais que peu disaient. Alors, je me sentais un peu de responsabilité, si on peut dire. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur ce livre-là. Et quand il est sorti, j'avais peur de voir la réaction. Parce que je me disais, bon, est-ce que les gens vont penser que c'est une histoire un peu, je ne sais pas, mal l'eau de rose et tout ça, alors que dans le fond, le propos était très dur, mais la voix d'Almanda, volontairement, elle est douce.
Parce que c'est comme ça, les Inuits. Je veux dire, c'est pas des gens qui crient, qui hurlent. C'est une résilience tranquille, si je peux dire. Et j'ai été content de voir que ça a été bien reçu chez nous et ensuite, encore plus, de voir que c'est quand même bien reçu à l'extérieur du Québec aussi. Où là, je me rendais compte en réalité que le propos est un propos universel. Si tu pars d'un élément qui est familial pour raconter quelque chose qui t'attribue, pour raconter quelque chose qui rejoint, qui est un sujet universel. Et c'est la force de la littérature, je pense, mais en même temps, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans ce livre. Alors justement, est-ce que l'un de vous deux peut au moins éclaircir déjà le point, peut-être que certains n'ont pas lu le livre encore, donc, mais éclaircir le point de cette communauté Innu. Est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de cette communauté et comment elle s'est formée? Ben, je vais raconter rapidement. Au Québec, il y a 14, je ne me souviens plus du nombre exact, il y a plusieurs communautés. Nous, on appelle des nations ou des communautés. C'est on pourrait résumer ça par des tribus. Là. Alors, il y a les Anishinaabe, il y a les Cris, il y a les Wendat, il y a les Mohawks, il y a les Atikamekw. On est nombreux. Et les Inuits, c'est la communauté la plus nombreuse. Pour se situer géographiquement, ça va du lac Saint-Jean, au nord du fleuve Saint-Laurent, aller jusqu'à la Côte-Nord, au Labrador. Alors, c'est la communauté la plus nombreuse. Ils sont dans le nord-est du Québec. Et donc, il y a plusieurs communautés. Moi, je suis originaire de Mashtouiash, qui est une des communautés qui est celle qui est la plus à l'ouest. Et donc, ça fait partie des communautés qui ont été... il y en a qui sont anglophones, comme langue seconde. Il y en a qui sont francophones, comme langue seconde en majorité. Les Mohawks, notamment, qui sont anglophones. Les Cris, ça dépend si on est en contact avec les Français ou avec les Anglais géographiquement. Et donc, aujourd'hui, les Inuits vivent chacun dans une communauté qui est une réserve. Ils ont un territoire, un village pour chacun, et chacun est identifié à sa communauté. Comme moi, je suis un Innu de Mashtouiash, je ne suis pas un Innu de Pessamit. On est tous des Inuits, mais je suis un Innu de la communauté de Mashtouiash. C'est la même chose pour chacun. Et donc, ce sont des communautés qui vivent quand même en contact, mais en même temps assez refermées sur elles-mêmes. Ça change, mais pendant longtemps, ça a été ça. Et l'histoire des Autochtones en général, au Québec, ici, elle n'a pas été enseignée. Elle commence à peine. Quand je suis allé à l'école, on n'en apprenait rien. Je veux dire, je suis allé à l'école, on jouait une pièce de théâtre, et moi, comme j'étais autochtone, on m'a fait jouer le rôle de l'Indien qui tuait Saint-Gabriel l'Allemand et Jean de Brébeuf. Parce que c'est ça qu'on apprenait des Autochtones à l'époque. Alors, mais maintenant, ça change beaucoup. Les gens vont aller à l'université, les gens sont de plus en plus actifs. Les questions, il y a eu la commission sur justement les femmes autochtones assassinées et disparues. Ça entre dans le débat et ça sort du Québec. Et surtout, le fait que ça sorte du Québec, ça fait en sorte que maintenant, ça a rendu ça a décloisonné, je dirais. Jade? Oui, bonjour. J'avais une question. Vous parliez de la responsabilité que vous ressentiez par rapport à l'écriture de Coucou et de cette espèce de pudeur que vous avez. Alors, du coup, comment se passe le processus de création pour cette œuvre? Dans quel état d'esprit vous vous mettez? Moi, avant de commencer à écrire, je crée l'histoire dans ma tête. J'ai déjà essayé de faire des plans. J'envie les gens qui ont des plans sur le mur et tout ça. J'aimerais ça être comme ça, mais quand je commence le plan, à un moment donné, je me rends compte que je suis dans le chapitre, je commence à écrire. Alors vraiment, il y a le propos. Qu'est-ce que je veux raconter? Ensuite, je vais créer les personnages. OK, je pourrais utiliser tel personnage, comment je vais le faire? Et je crée la trame. Une fois que dans mon esprit, l'histoire du début à la fin est pas mal là, je commence à écrire. Je dis toujours que c'est un peu comme marcher sur un lac glacé l'hiver. Si la glace craque, on a tendance à ne pas avancer rapidement. Si la glace est solide, on attend que la glace soit bien prise, on peut avancer et ça va bien. Moi, j'attends que la glace soit bien prise parce que je n'ai pas envie de tomber dans le trou. Et donc, une fois que j'ai commencé l'histoire, j'écris tout simplement. Et j'écris tôt le matin, souvent, je me lève à 4 h, 5 h, je travaille 2 heures jusqu'à vers 7 h. 7 h, je me prépare à aller au travail parce que j'ai aussi un travail. Là. Et j'écris les fins de semaine. Comme je travaille les fins de semaine, mon week-end à moi, c'est en général les jeudis, vendredis. Donc, je peux prendre ces 2 journées-là, 84 à 5 heures. Et c'est comme ça que je fais. Certaines personnes vont vraiment travailler la première version finale. Moi, le plus dur, là, je vais vous dire, c'est de mettre tout ça sur papier ou sur clavier. Mais une fois que l'histoire est jetée, qu'elle existe, je retravaille le texte beaucoup. Parce que tant que ce n'est pas écrit, qu'il n'y a pas la fin,
l'histoire, pour moi, n'existe pas, elle est juste dans ma tête. Et c'est comme j'ai une fixation. Je veux que ce soit écrit. Une fois que l'histoire est sur papier, je fais plusieurs versions. Mon éditeur québécois avec qui j'ai travaillé, je suis connu pour être celui qui retravaille trop ses textes. Là. Parce qu'on a fini, je reviens, oui, mais j'ai encore fait une autre version. Mais je leur dis toujours, si vous trouvez que ça n'améliore pas la version d'avant, on va laisser tomber. Mais c'est ça. Alors, j'arrive à un produit à ce moment-là qui est pas mal le produit final, mais vraiment, c'est comme ça que je fonctionne. Souvent, il y a beaucoup de recherches, comme dans Cocum. Il y a beaucoup d'éléments historiques. Cocum, c'est un vrai personnage. Almanda, je l'ai connu, mais bon, elle est décédée quand j'étais jeune. Alors, j'ai beaucoup parlé avec des gens dans la famille qui me racontent un peu des histoires. Pour ceux qui ont lu le roman, le chapitre où elle va voir le premier ministre à Québec, mais c'est Almanda qui l'a raconté à ma cousine Linda, qui est la plus vieille de mes cousines, qui elle l'a connue encore davantage que moi. J'ai repris cette histoire-là que Linda, ma cousine, m'a racontée. Je l'ai inclus dans le reportage. J'ai aussi pu compter sur le fait qu'il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années par JCL, qui est une petite maison d'édition au Lac-Saint-Jean, où on racontait l'histoire de personnages, genre un cordonnier, un boucher, une vieille autochtone, et ils avaient pris Anne-Marie, la sœur de ma grand-mère, ma grande-tante, qui racontait sa vie. Puis, par exemple, elle a raconté plusieurs éléments que moi, j'ai pris, que j'ai inclus dans l'histoire. La scène, par exemple, de la drave, pour ceux qui ont lu le roman, Anne-Marie l'a raconté, c'était réel. C'est pas exactement comme ça dans le roman, mais moi, des éléments comme ça, je l'ai inclus dans l'histoire. Là, je n'hésite pas j'ai pas la prétention de faire... Moi, j'ai une formation d'historien, j'ai étudié en histoire, mais j'ai pas la prétention de faire des livres ou des romans historiques. Je fais des romans, ça reste de la littérature, puisqu'il y a plusieurs éléments qui sont de la fiction. Je ne sais pas, moi, par exemple, comment ça s'est fait la première remontée du territoire entre Almanda et Thomas. Je l'ai imaginé en connaissant ce que je sais des personnages. Donc, je mixe, si on veut, réalité, fait, littérature, mais tout en respectant l'esprit, un des personnages et les éléments importants de l'histoire. C'est des romans que j'écris, ce n'est pas des livres historiques. Lydia? Ouais. Lydia? Ouais, il faut activer ton micro. Eh oui, désolée. Voilà. Oui, c'est parfait. Vous venez un petit peu de répondre en fait à la question que je voulais vous poser tout à l'heure. Vous disiez que vous aviez mis 2 ans donc, pour écrire le livre. Et c'est vrai qu'il y en a des personnes qui font des témoignages sur des personnes de leur famille, mais de leur vivant. Donc, ils peuvent beaucoup discuter avec. Il y a des éléments de recherche, etc., historiques. Vous, je voulais savoir si vous aviez retrouvé aussi des écrits de la part de votre grand-mère éventuellement, ou si c'était juste le fruit de discussions avec tous les autres membres autochtones et des recherches historiques. Voilà. Ben, chez les Autochtones, il n'y a pas beaucoup de sources écrites. Les historiens qui cherchent ça, on n'a pas beaucoup de sources écrites. C'est plus une tradition orale. Alors, je vous dirais que le seul élément écrit que j'ai trouvé et qu'on a utilisé, c'est que dans les documents familiaux, justement, la cousine de ma mère, Jeannette, m'a montré la liste que quelqu'un avait faite de tous les membres de la famille. Ça remontait jusqu'à Malek, qui est comme mon arrière-grand-père. Et c'était écrit à côté de Malek, entre parenthèses, Atouk, qui veut dire caribou, en mauvais inou, parce que sur la Côte-Nord, par exemple, ils disent Atik, mais nous, à Mashtoyash, on dit Atouk. Et donc... Inou, ça veut dire apparemment être humain, apparemment. Oui, exactement. C'est ça. Et donc, c'est comme ça qu'on a su que le nom de famille, en réalité, de la famille avant la colonisation, c'était Atouk. Alors, c'était soit chasseur de caribou, soit clan du caribou. Ça, on ne le sait pas, mais c'est la seule source écrite que j'ai eue. C'est vraiment dans la tradition orale. Et pour vous dire, quand les gens de la génération de ma grand-mère ont commencé à arriver à un âge où ils décédaient, dans la communauté Mashtoyas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recueilli les témoignages oraux, soit vidéo, soit audio, de tous les anciens. Parce que c'était eux qui étaient la mémoire de la communauté. Ils allaient mourir, donc on ne voulait pas perdre ça. Et on a tout mis ça dans un gros livre qui est écrit par la communauté, qui n'a pas été vendu au grand public, mais qui a été distribué, vendu aux gens de la communauté. Et moi, j'ai pris plein d'éléments dans ça. Ça, c'est comme ma Bible à moi. La scène, par exemple, de la nourriture des neiges, le sirop d'érable qu'on fait. J'ai vraiment de la vie de tous les jours, campement là-dedans. Tous ces éléments-là ont été mis dans ce livre-là, qui est un genre d'encyclopédie de la vie des Inuits. C'est pas super bien écrit, mais c'est vraiment une mine
de renseignements. Ce sont les seules sources écrites sur lesquelles j'ai pu compter. Et je vous dirais que c'est une des raisons aussi pour lesquelles je voulais écrire ce livre-là. C'est que nous, notre histoire, elle existe nulle part. Elle n'est pas dans les livres parce qu'on n'écrivait pas. Elle n'est pas enseignée. Elle est juste entre nous, ce qu'on en raconte. Et je voulais pouvoir la mettre sur un livre. À partir du moment où elle est sur un livre, un papier, elle existe. On ne peut pas l'ignorer. C'est à vie. Séverine? Merci. Oui, bonjour. Je m'intéresse depuis quelques années aux Premières Nations et j'ai l'impression, alors voilà, ça je sors, c'est juste une impression qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette histoire, à ces problématiques. Donc, est-ce que vous ressentez aussi cet intérêt et si oui, d'après vous, comment on l'explique? C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai, vraiment vrai. Moi, une de mes grandes frustrations, c'est que pendant des années, une phrase que j'ai entendue souvent, c'est « Michel, les histoires d'Indiens, ça n'intéresse personne ». Les patrons m'ont dit ça plusieurs fois. La dernière fois, je me souviens, encore une fois, c'était il y a 5 ans, je voulais faire un reportage et puis ça concernait des jeunes Atikamekw. Mon patron dit « Michel, les histoires d'Indiens, là, ça n'intéresse personne ». Puis ça a été vrai jusqu'à récemment. Quand j'ai écrit, moi, Le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones, c'était avant, j'ai commencé à l'écrire avant la Commission Vérité et Réconciliation. Quand je suis arrivé avec mon éditrice, que je lui ai dit ici à Montréal, je vais écrire un roman sur les pensionnats autochtones. Je ne pense pas que sur le coup, elle était vraiment, vraiment, vraiment emballée. Ce n'était pas le genre de sujet qui allait être très vendeur ici. Personne n'en parlait, personne ne savait c'était quoi. C'était pas dans l'air du temps. Je l'ai écrit quand même. Je m'en fous, on va le faire. Et en même temps, il y a la Commission Vérité. Et là, on a commencé à en parler davantage. Et aujourd'hui, j'ai encore dit récemment à un de mes patrons, j'ai dit, vous pensez que ça ne vous intéresse pas, mais vous, c'est parce que vous êtes vieux. Les jeunes ici au Québec, ça les intéresse beaucoup. Les milléniaux, ce sont des sujets qui les intéressent beaucoup. Et ça intéresse aussi les gens à l'extérieur du Québec aussi, parce que les gens ne le savaient pas non plus ce qui se passait. C'est ça qui s'est passé. Parce que les gens à l'extérieur du Québec n'étaient pas au courant non plus. L'histoire n'était nulle part. Maintenant, elle est là. Ça intéresse les gens. Et pour nous, c'est extrêmement précieux parce que c'est comme ouvrir une porte et laisser l'air circuler. On était pris dans un système où chacun vit dans sa communauté, dans sa réserve, et où on n'a pas voix nulle part. Mais maintenant, ça change. On ne peut pas être ignoré. Puis c'est pour ça que je suis si content, moi, du fait que Coucoume trouve un public à l'extérieur, parce que ça confirme ça. De votre intérêt à tous montre que ce genre de sujet-là, ça intéresse tout le monde aussi. Donc, que nous, les Inuits, les Autochtones, on a aussi une place dans le monde. Alors, oui, c'est extrêmement important. Alors, avant que Stéphanie ne pose sa question, ça va bientôt se terminer, mais évidemment, on revient juste après, donc il suffit de se reconnecter. Hein. D'ici 5 minutes, ça va couper, mais on se reconnecte et on sera tous là à nouveau. Stéphanie, à toi. Oui, bonjour. Alors, je suis vraiment contente, Michel et Amaury, de vous rencontrer enfin, parce qu'on a beaucoup discuté sur Instagram. Et donc, vous voir vraiment, ça me fait très plaisir, d'autant plus que ce livre-là, cet hiver, c'était un peu comme un rayon de soleil et je me suis beaucoup attachée au personnage d'Almanda. Donc, je suis vraiment contente de vous voir. Alors, j'avais une question, j'ai une question, mais je vais laisser les autres aussi en poser. Mais d'abord, une question pour Michel. En fait, c'est un peu ce roman-là, c'est un peu le cas des origines. Et justement, je me demandais ce qu'il vous reste maintenant du monde d'Almanda, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais vous, personnellement, est-ce que ce livre-là, c'était pas un peu une tentative ultime de garder quelque chose de ce qui a disparu? Dans le mot de l'auteur à la fin, justement, je parle un peu de ça. Et pour moi, ce livre-là, c'est que l'identité autochtone, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui est lié au territoire, c'est quelque chose qui est lié à ce qu'on est, c'est quelque chose qui est lié au passé, mais aussi au présent, parce que ça continue d'évoluer. Pour moi, à cause du fait que quand moi, ma grand-mère s'est mariée, elle est obligée de quitter la réserve, puis qu'on a été, nous, obligés de partir de la réserve, j'ai grandi. Je suis un peu comme quelqu'un qui a toujours grandi
en sachant qu'il n'était pas comme les autres, comme le vilain petit canard, qui est jamais exactement dans la même case que les autres, qui sait qu'il y a une part de lui, oui, mais qu'il y a une part de lui, non. Et donc, c'est une manière pour moi aussi de me réapproprier qui je suis vraiment, à qui j'appartiens vraiment. Je veux dire, mon père est québécois, ma mère est autochtone, donc il y a une part de moi qui est québécois, mais je me suis toujours senti plus près de la partie autochtone, même jeune. J'ai toujours beaucoup de questions qui, malheureusement, pas toujours eu de réponse. Et pour moi, c'était vraiment une façon aussi de... J'y ai beaucoup réfléchi en écrivant. C'est quoi l'identité? Ça tient à quoi être autochtone? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre toi et quelqu'un d'autre? Moi qui ai été élevé en ville, pas en communauté. Et ça a été une manière pour moi, à travers la littérature, de refaire le voyage inverse, de redescendre la rivière à ma manière, et puis de l'affirmer. Pendant longtemps, je ne l'ai pas dit que j'étais autochtone, pour plusieurs raisons. Parce que, un, je ne voulais pas être montré du doigt. Deux, je ne voulais pas qu'un jour quelqu'un dise que dans mon travail, je réussissais parce qu'on m'avait donné une place, parce que j'étais autochtone, parce qu'il y a des programmes pour ça. Mais en même temps, tous mes amis, tous mes proches, j'en ai toujours beaucoup parlé. Et dans les dernières années, j'ai commencé à en parler davantage. Et récemment, j'anime le bulletin de nouvelles de fin de semaine. Puis quand c'était la fête des mères, j'ai fait les remerciements de fête des mères en Innu Aimun. Et ça a eu un impact incroyable, surtout chez les Autochtones. Les gens étaient fiers, étaient contents. Je veux dire, des centaines de messages que j'ai reçus d'Autochtones qui étaient contents d'entendre leur langue dans un bulletin de nouvelles à Montréal national. Et ça, c'était wow! Alors, il y a une manière aussi d'utiliser ça pour imposer encore une fois la présence. On est là. Alors, Amaury, je vous ai vu lever la main, mais évidemment, vous intervenez quand vous le voulez. Hein. Bien sûr, hein. Pas besoin de lever la main. Donc, Amaury, allez-y. Avant que ça coupe, il faut activer le micro. Voilà. Oui, c'est bon. Ouais. Je pense que évidemment, tout ce que dit Michel renvoie à sa réalité, à la réalité du Québec, mais je pense aussi que pour nous, on va dire les Français, d'une manière générale, on manque de cette toile de fond aussi historique, on ne s'en rend pas bien compte. C'est assez récent tout ça, mais moi, juste pour vous donner une indication, le premier roman écrit par un Inuit, par exemple, c'est 1969. Le premier roman écrit, la première fiction écrite par un membre des Premières Nations, c'est 1976. C'est Bernard Assiniboine, je crois, c'est comme ça que ça se disait. Donc, en fait, c'est très récent tout ça. Ce que disait Michel tout à l'heure est fondamental dans tout ça. C'est une littérature orale à l'origine. Oui, donc, comme je disais, s'il y a quelque chose aussi à comprendre aussi pour nous, c'est que l'écrit, c'est finalement un médium de l'ancien colon. Et c'est compliqué aussi au départ, je pense, pour beaucoup de membres des Premières Nations, ou beaucoup d'Inuits, de reprendre ce médium-là à leur compte. Il a fallu aussi toute une appropriation, il faut du temps pour ça. Comme dit Michel, aujourd'hui, les choses avancent, mais là encore, en 2010, moi, quand je vivais là-bas, lors de nombreux séjours au Québec, j'ai envoyé mes enfants dans une école québécoise, absolument pas une école française, une école québécoise dans un coin de campagne. Michel, tu ne sais pas, j'étais à Inverness, donc tu vois, j'étais assez loin. Beaucoup de Québécois me regardaient avec des grands yeux, qu'est-ce que j'allais faire là-bas? Mais bon, peu importe, j'ai vécu dans le cliché québécois, près d'un lac, dans une forêt pendant de nombreux temps. C'est là-bas que j'ai beaucoup écrit aussi, en tout cas des choses universitaires, on va dire. Mais peu importe, quand j'ai envoyé mes enfants à l'école, il se trouve que jamais ils ont appris quelque chose sur le passé autochtone. C'est rare, pendant l'année, j'ai vu passer une fois quelque chose sur, d'ailleurs improprement dit, des tipis, par exemple. Voilà, j'étais en fait très, très surpris du manque de connaissances, ou alors au contraire de l'ignorance volontaire de ce passé-là. Et en plus, le problème, c'est que ce n'était pas qu'un passé, c'est-à-dire que c'était aussi un présent. Et nous, on le voyait, on l'entendait, et quand on allait parler, on avait déjà connaissance de ce féminicide qui était en cours, dont personne ne parlait. Donc il y a aussi une sorte de... Voilà, au départ, il faut aussi prendre la mesure de tout ça. Je ne dis pas que c'est nécessaire pour aller vers cette littérature de tout connaître, et au contraire, ce que fait Michel quand il dit « j'écris pas un roman historique », c'est mieux, parce que la littérature, pour moi, dit beaucoup plus de choses, évidemment, qu'un essai historique. Hein. C'est toujours la différence, je trouve, entre un essai et puis de la littérature, c'est qu'on peut tout dire et qu'on arrive à tout dire, à faire mieux passer souvent cette histoire-là,
parce qu'effectivement, là, c'est pas un récit, c'est un roman, comme tu le dis. Et surtout, justement, il n'y a pas forcément besoin de connaître cette histoire-là, sauf à passer par ton roman, par exemple. C'est pour ça, moi aussi, que je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai lu. Là aussi, il faut être très honnête. Au bout de 2 heures de lecture des premiers chapitres, j'ai tout de suite écrit à l'agent de Michel pour lui dire moi, je veux publier ça. J'ai tout de suite été pris dans l'histoire et j'avais cette connaissance, moi, on va dire tout simplement de l'histoire des Premières Nations. Et pourtant, en fait, pourtant, et au contraire, ça m'a complètement convaincu que plutôt que 1000 livres d'histoire sur le sujet, il valait mieux passer par un roman pour que les Français, en fait, commencent à prendre en compte et commencent éventuellement à rentrer dans cette histoire-là, qui est très, très difficile, hein, qui continue de l'être. Là aussi, Michel nous parle des pensionnats autochtones, des choses que méconnaissent évidemment beaucoup, beaucoup de Français, là encore. Et dans son histoire qu'il a écrite, elle est non seulement très touchante, elle est très dure à lire. Et dans le même temps, je pense qu'elle est vraiment indispensable à publier là aussi en France. On essaiera de faire quelque chose à ce sujet-là. Mais voilà, c'était commencer en fait par le roman. Pour moi, c'était 1000 fois mieux que de partir sur des essais sur les populations autochtones d'aujourd'hui. Mais voilà, toute cette dimension à comprendre qui est très présente au Québec, de plus en plus présente. Mes enfants, c'était 2010. Donc, c'est très récent tout ça. On est vraiment au début de quelque chose. Et pour terminer là-dessus, c'était Diane Boudreau, elle avait fait un livre sur l'histoire de la littérature autochtone ou amérindienne, je ne sais plus comment elle disait. C'était en 93, hein, c'est très peu accessible en France encore. Et elle pensait que cette littérature-là, qu'elle appelait la littérature métissée, en fait, allait sans doute jaillir sur la scène internationale, mais qu'elle passerait peut-être d'abord, on va dire, outre-frontière, avant de revenir au Québec, en fait. Et c'est pratiquement une prémonition, moi je trouve, parce qu'effectivement, c'est peut-être en se l'appropriant nous qu'on pourra aussi redonner cette voix. Et que, effectivement, là, pour le coup, les autochtones pourront se la réapproprier dans leur propre pays. J'ajouterais juste un truc sur ce que tu disais, Amaury, sur l'essai versus le roman, parce que je trouve que c'est très vrai. Moi, quand j'ai voulu parler des pensionnats autochtones, pour rappeler rapidement ce que c'est que pendant au-delà de 100 ans, on le voit dans Cocom un peu, on prenait les jeunes, on les envoyait de force dans les pensionnats. Il y a eu toutes sortes de sévices. L'ONU a reconnu que ce qu'on a fait au Canada, c'était un crime contre l'humanité. Et donc, un génocide, pardon, plutôt. Et donc, les gens me demandaient au départ, me disaient, pourquoi tu n'as pas fait un documentaire? Tu es un journaliste TV, tu pourrais faire un documentaire qui démontre ça. Puis je disais, si je m'adresse aux gens avec des arguments, les gens ont leur propre argument. Mais je vais arriver avec un deuxième argument plus fort encore. Et les gens ont aussi un deuxième argument. Genre un troisième argument. On va argumenter. Parce que j'essaie de vous convaincre avec des faits. Mais si je prends un roman, je prends l'histoire, je prends des personnages, vous lisez ce que les personnages, à travers eux, vous ressentez ce que les personnages ont ressenti, vous allez être beaucoup plus touché. Et ça, c'est la grande force de la littérature, plus forte que tout, parce qu'on est dans l'histoire et on la ressent. Et c'est pour ça que moi, je préfère le faire dans des romans que de le faire dans des essais, dans des documentaires, dans des choses comme ça. Peut-être qu'on rejoint moins de gens, mais ceux qu'on rejoint, on les rejoint d'une façon beaucoup plus forte et beaucoup plus intime. Et moi, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire avec le roman, c'est que ça permet vraiment d'aller parler à la personne. Sylvie? Oui, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement. Bon. Alors, d'abord, bonjour. Je suis très, très contente de pouvoir parler à tous les deux aujourd'hui, puisque ça fait longtemps qu'on se parle aussi par Instagram. Moi, je vais poser une question sur la couverture de ce livre et sur le livre-objet, en fait. Je suis très attachée, comme tout le monde ici, aux objets, livres. Et cette couverture, elle m'interpelle vraiment beaucoup. Elle est très différente de celle qu'on voit dans l'édition du Québec, dans la future édition du Canada. Et je voulais avoir un peu l'histoire de cette couverture. Voilà. Je prends juste rapidement la parole parce qu'évidemment, c'est très intéressant comme question, d'autant plus qu'elle a vraiment une histoire. Mais la première des choses, c'est que l'artiste avec lequel je travaille, c'est tout simplement aussi un ami, quelqu'un de local. Je suis en Vendée pour ceux qui ne le visualisaient pas. Quand je suis revenu du Québec ou avant de repartir, parce qu'on ne sait jamais, je me pose ici parce qu'effectivement, j'ai une partie de ma famille qui est là. Et c'est donc un artiste dont j'avais apprécié les collages. Il touche un petit peu à tout, mais
la dimension de l'artiste qu'on connaît, à savoir très très mal à l'aise d'une façon générale avec tout ce qui va être les relations sociales de base, une temporalité qui n'est pas toujours la nôtre, donc c'est assez difficile toujours en fait à mettre en œuvre un projet professionnel, mais c'est évidemment passionnant. Et là, pour le coup, il s'appelle Olivier Mazoué, il travaille, lui, dans l'idée toujours de faire quelque chose, comme tu disais aussi Michel, avec finalement avec son ressenti. Et par exemple, alors quelque chose qui peut surprendre, il refuse systématiquement de lire les livres, parce qu'il a peur qu'il y ait trop d'images qui jaillissent dans sa tête, que comme ça, ce soit trop confus et qu'après, il soit incapable de créer quelque chose. Donc, ça passe toujours par mon prisme à moi. Et c'est là encore ce qui peut poser problème, c'est qu'effectivement, c'est mon interprétation de ce qu'a écrit Michel. À terme, ça aurait pu être l'auteur qui converse avec lui, mais là encore, Olivier serait assez mal à l'aise avec ça. Il faudrait du temps, beaucoup de temps pour apprivoiser, on va dire, et rentrer en amitié avec lui. Donc, en fait, ça passe toujours par moi, ce qui fait que je passe des heures et des heures et des heures à lui raconter l'histoire, mais c'est toujours forcément de la façon dont moi je la sens. Et puis, il part sur quelque chose, et impossible de l'arrêter. Ce qui fait, et là Michel en témoignera, qu'il est parti sur une première couverture, et je lui disais, mais attention, là, voilà, Olivier, là, ce que tu dis, il ne connaît pas le Québec hein, du tout. Il est sorti là pour la première fois, on va dire, de France récemment. Et puis voilà, donc il ne connaissait pas du tout le Québec, si ce n'est par des documentaires, parce que, comme tout le monde, ce qu'il en avait entendu dire. Et c'est vrai que je lui disais, mais là, le côté cabane dans les bois, ça risque de faire un petit peu cliché, je ne suis pas sûr. Mais et en fait, il partait sur ça. Et effectivement, la première couverture que j'ai proposée à Michel a pas tout simplement pas séduit, mais pour des raisons que je comprenais bien sûr. Et ça a encore davantage angoissé notre ami Olivier, qui s'est mis à travailler jour et nuit dans sa temporalité à lui, en m'envoyant tout un tas de choses. Et je lui disais, regarde, pose les choses, on verra après, laisse venir. Et puis de toute façon, Michel est très, très accessible. Alors tout à l'heure, il disait qu'il écrivait... voilà, que son éditeur, finalement, il le faisait beaucoup travailler. Moi, j'ai rarement travaillé avec quelqu'un qui était aussi ouvert que ça au niveau de son texte, hein, parce que pour un écrivain, c'est toujours un bébé, son texte aussi. Et lorsqu'il s'agit de toucher, de faire des changements, c'est parfois très difficile, parfois on se heurte. Et là, avec Michel, ça a toujours été d'une très, très grande facilité. Et là encore, pour la couverture, il a été, on va dire, beaucoup de... je dirais, au-delà de la gentillesse, beaucoup de tact par rapport à ce que lui ressentait, parce que c'est quand même l'histoire de sa coucoune, donc c'était pas rien. Et finalement, Olivier, un jour, est venu chez moi, et puis il m'a dit, bon, il va falloir qu'on reparte sur quelque chose d'autre, j'y arrive plus trop, mais je voudrais quand même te montrer quelque chose. Et tu m'avais envoyé une photo de Jeannette, tout ça, voilà ce que j'en ai fait, dis-moi ce que tu en penses. Et là, pour moi, ça a été un flash. J'ai trouvé ça... superbe, ça me parlait tout de suite, j'étais dedans, des couleurs un peu flashy. Là, je me suis dit, qui tout double, soit Michel Adair, soit effectivement, on va reporter là. Et je crois que Michel t'a répondu presque la journée même en disant que tu aimais beaucoup, que ta compagne aussi avait été séduite par ça. Donc voilà, mais pour dire que cette création, même pour Amoun, c'est exactement la même chose. À chaque fois, il a fallu, et là, le travail pour Amoun a été un peu plus compliqué, puisqu'il a fallu que je lui serve un petit peu 10 nouvelles finalement. Donc à chaque fois, il en retenait ce qu'il en voulait. Et voilà, mais c'est quelqu'un avec qui je continuerai de travailler de toute façon parce que je trouve qu'il saisit des choses, là encore, au-delà de moi, ce que j'appellerais ma sensibilité et ma rationalité. C'est-à-dire qu'on est dans un autre domaine à propos de la littérature tout à l'heure. Voilà, c'est autre chose, il arrive à le faire. Et donc, je lui confierai avec plaisir les autres couvertures. Après, effectivement, c'est une ligne éditoriale que j'ai choisie. Je ne m'interdis pas, évidemment, si un jour, il y a la possibilité d'avoir une image pleine page, par exemple, d'avoir autre chose. Mais l'alphabet là, de Amoun et Coucoum, c'est lui qui l'a créé. Donc là, il est en train de continuer pour les autres livres, qu'il s'agisse de ceux de Michel peut-être, ou d'autres, évidemment. Et voilà, donc en fait, après l'objet livre, on pourra reparler si vous voulez, mais bien sûr, comme tout éditeur aussi un petit peu débutant, on va dire, si on veut faire connaître sa structure, il était impératif de toute façon de se démarquer et j'envisageais pas de faire quelque chose de moins bonne qualité. Il faut être tout à fait honnête, ce ne sont pas des livres du tout rentables pour le moment, évidemment, ni non plus, je veux dire, d'un point de vue comptable en général, mais aussi en particulier pour chacun des livres parce que je les investis beaucoup au niveau de la qualité du papier, du façonnage. Je veux que ce soit fait aussi au niveau local en France. Donc forcément, il y a des coûts à tout ça. Mais je tiens aussi à cet objet, quand bien même je lis aussi évidemment en numérique, hein, c'est toujours à peu près les mêmes lecteurs, on est toujours des gros lecteurs. Mais voilà, donc c'est vrai que ce papier, il a été choisi, je ne connaissais rien au papier au départ, il a fallu que je passe pas mal de temps chez les papetiers,
pour comprendre, pour savoir ce qu'on allait me dire. Pareil chez les imprimeurs, pour connaître un petit peu les différences et les différences de façonnage. Donc voilà, et puis c'est aussi quelque chose qui est toujours un peu en progrès. C'est-à-dire que là, finalement, vous l'avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont les deux, le papier d'Amoun de couverture, s'il a le même grammage, la main n'est pas exactement la même, et en fait, on est sur le même papier. Il y en a un qui est un petit peu plus épais, un petit peu plus bouffant que l'autre. Voilà, c'est des recherches, on avance pour aussi mettre en valeur peut-être parfois l'illustration. Donc voilà, c'est tout ce processus, et je continuerai de le faire, en tout cas avec Olivier pour la partie effectivement illustration et ce qu'on appelle nous la titraille, hein, vous savez, donc tout ce qui est écrit en tout cas sur la couverture. Moi, j'ai trouvé que la couverture était vraiment belle. L'objet livre est vraiment beau. Le papier est incroyable. C'est vraiment... Moi, quand j'avais vu la couverture au Québec, quand on m'avait montré la page couverture au Québec, là, j'étais parti à pleurer parce que j'étais comme, wow! C'était comme j'avais ça dans ma tête depuis 2 ans. Et là, c'est comme si on incarnait ma Cocoum dans quelque chose. Puis je ne pensais pas arriver à trouver une autre couverture aussi belle. Honnêtement, tu sais, je me disais, ça se peut pas. Je veux la faire encadrer, la maquette qu'ils m'ont donnée, tellement je trouvais beau. Hein. Puis quand j'ai vu la version de Cocoum, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une touche de modernité aussi dedans, avec les couleurs vintage, que moi, j'aime beaucoup. Et puis en même temps, ça sort l'image autochtone du folklore, qui m'énerve toujours un peu. Puis je trouvais que ça faisait un livre une présentation qui était très moderne. Puis le livre lui-même est beau. Une des choses que j'aime, c'est cadrer différent. Moi, j'écris des livres assez courts. Au lieu de faire 220 pages, j'ai presque l'impression d'écrire un livre de 300 pages avec ça. Parce que ça fait plus de pages, alors. Est-ce que l'un de vous a la couverture sous la main du Québec? Je l'ai vu passer tout à l'heure, mais non, celle-là, je la connais. Hein. Elle est derrière moi, mais celle du Québec. Ah, super. Voilà, c'est ça là. Je l'ai vu tout à l'heure sur Google, mais pas en vrai. Mais belle, elle aussi, quand même. Oui, très belle. Ouais. Mais je pense que tout le monde préfère la française, mais. Ouais. Moi, c'est comme des enfants. Je comprends bien. Je les aime tous. Mais elle, je l'aimais aussi. Mais celle en France, c'est wow. Juste vraiment. Sandra? Et la qualité du papier. On n'est pas capable au Québec. Mais, en fait, si vous regardez la couleur des pages, j'avais demandé à ce que ce soit pas du papier hyper blanc. Et ils sont obligés de mettre une teinture parce qu'ils utilisent ici seulement du papier recyclé. On n'est pas capable, me dit-on, d'avoir la même qualité de papier qu'on a en France. Parce que moi, j'aime ça, l'objet. C'est compliqué. Alors, il faut utiliser un papier qu'on teint pour donner l'impression que c'est comme... Bref, c'est pas ma spécialité. Mais c'est des conditions qui sont différentes ici, quand même. Ouais. Ben là, pour le coup, c'est... Pardon. Oui, pour le coup, allez-y, Amaury. Ouais. Non, je disais que c'était du... Là aussi, effectivement, peut-être c'est une tradition du papier, encore que la papeterie au Québec, ça a été, en tout cas la fabrication de papier, ça a été effectivement une grande industrie. Mais il se trouve là qu'il a fallu effectivement très très longtemps. Et puis surtout, je voulais harmoniser les pages intérieures avec les pages de couverture. Donc c'est le même papier, tout simplement. C'est le Mooncon Pure. Donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur le web. Et puis de toute façon, je le marque aussi. Il était important pour moi de savoir, en tout cas d'informer les lectrices et les lecteurs de tout ça. Notamment l'idée que, bien sûr, c'était normalement, et c'est pour ça aussi que je paye ce papier-là plus cher, c'est qu'il était fait à partir de forêts gérées écologiquement. Donc, il y a tout cet aspect des choses qui rentre en ligne de compte. Et le format, c'est vrai que là encore, ce n'était pas pour le coup spécialement pour me distinguer sur une table de librairie. C'est parce que je trouvais que ça tenait bien en main, tout bêtement, et que ça permettait d'avoir ces marges assez agréables finalement, et que notre doigt n'empiète pas tout le temps sur le texte. Ça, c'était important. Et ça met en valeur ce qu'on appelle le noir, en fait, dans l'imprimerie. Et ça met vraiment en valeur ces textes-là. Là encore, le choix aussi de la police qui peut évoluer. Mais on a mis avec la maquettiste, Marie-Laure Joanneau, énormément de temps à choisir cette police. Enfin, vous pouvez l'imaginer, mais c'est ça aussi qui fait le grand intérêt, en sachant que ma seule limite, c'est que ça plaise avant tout aussi quand même à l'auteur, mais également à ma maquettiste, qui est très pénible avec ça. Il faut que ça lui plaise, sinon elle m'avait même menacé, si jamais je choisissais une police, de ne pas se mettre ne pas mentionner son nom sur la couverture. Donc en fait, le but, il faut que ça contente tout le monde. Avant même, évidemment, d'aller contenter le lecteur ou la lectrice, on travaille pour ce petit monde-là, mais j'ai toujours en tête, bien sûr, cette idée qu'on est au début de quelque chose, au début d'un catalogue, et donc il faut essayer de se tenir à cette qualité-là, et puis d'aller, que cet objet, finalement, permette d'identifier des paysages comme une maison d'édition particulière, en tout cas.
Sandra? Non, tu n'as pas activé ton micro. Désolée, je ne voulais pas. Oui, avant de poser ma question, merci pour cette précision sur le papier. Petit clin d'œil à Taël qui n'a pas pu se reconnecter, donc j'en profite. Question à Michel. Si vous deviez faire la synthèse de ce qui reste de la communauté Innu, vous diriez qu'il reste quoi aujourd'hui? Il reste beaucoup encore quand même, là. Je veux dire, les gens sont là, les communautés sont quand même dynamiques, même si les problèmes sociaux sont réels aussi dans les communautés. Il y a la question du territoire qui n'a jamais été réglée avec les Inuits, entre le gouvernement et les Inuits. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cédé les droits des territoires et le Canada est construit sur ces territoires-là. Il y a des négociations que les gouvernements font durer depuis des années pour pouvoir continuer de développer sans s'occuper des Autochtones. Mais un jour, ça va se régler. Et donc, moi, je pense que pour les Inuits, les Autochtones en général, le territoire, c'est plus qu'un terrain, si on veut. C'est la culture, la langue, l'identité est basée autour de la notion d'un territoire. Nitassinan, pour les Inuits, c'est un univers. Alors, tu ne peux pas renoncer à ça. Alors, c'est toujours là. Alors, ça va devoir se régler d'une manière ou d'une autre. Sinon, oui, les problèmes ça varie selon les communautés. Il y a des communautés, il y a beaucoup de problèmes de violence, d'alcoolisme, etc. Il y a des communautés où ça va mieux. Moi, ce qui m'encourage beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des universités, qui commencent à revendiquer, à se présenter. On commence à voir des Autochtones. On a un médecin, Stanley Volant, qui est un chirurgien, un homme extrêmement brillant. C'est pas beaucoup, la pensée. Chez les Inuits, on a un seul médecin formé. Pour nous, c'est une vedette, là. On a quelques personnes qui commencent à arriver dans des postes importants. Alors, ça commence à bouger. Moi, je pense que je suis de ceux qui sont plutôt optimistes pour l'avenir. Ceux qui pensent que ça va bouger. Oui. Est-ce que vous pensez que votre roman peut avoir une résonance politique, justement? Je vous confie que quand j'ai écrit le roman, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais je l'ai envoyé au premier ministre. Puis je l'ai envoyé à la mairesse de Montréal. Et je l'ai envoyé au premier ministre Legault, ici, le premier ministre du Québec. La raison pour laquelle je lui envoyais, c'est que je me disais que ce serait bon que le premier ministre, qui n'a jamais été particulièrement sensible aux questions autochtones, le livre. Le premier ministre a-t-il déjà lu? Oui. Non, il lit beaucoup, le premier ministre, nous, quand même. Il met sur Twitter ses lectures et tout ça. Il avait déjà commenté un de mes romans qu'il avait lu, sans que je lui envoie. Puis là, il l'a lu, il a beaucoup aimé, puis il a trouvé que ça l'avait touché. La mairesse de Montréal aussi m'a écrit un beau mot me disant qu'elle l'avait lu, etc. Alors, je pense qu'à Cocum, à l'échelle d'un roman qui ne rejoint jamais des grands auditoires, c'est juste une pierre. Alors, ça en prend plusieurs. Il y a moi, il y en aura d'autres. Mais je pense que toutes les personnes qui l'ont lu voient les choses différemment. Aucun engagement politique n'a été pris pour l'instant. Non, mais ça va être l'engagement politique ici entre ce que les politiciens disent qu'ils vont faire et comment ça va se faire. Je veux dire, le premier ministre du Canada s'est excusé, mais de façon concrète, on a encore vu récemment, il y a une crise politique avec les Autochtones avant la pandémie. Ici, il y a des passages de train qui ont été bloqués. Et là, tout de suite, on a vu qu'il y avait quand même, auprès de la population, une certaine impatience. Alors, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Alors, il y a beaucoup de chemin, là. On n'est pas encore rendu à régler tous les problèmes. On est à peine à commencer à être capable d'ouvrir les portes, là. Il y a encore beaucoup de chemin avant que, politiquement, les choses se règlent. Je pense que ça va se régler de mon vivant, moi, d'ailleurs. OK. Manon, tu as un passe-droit. C'est le joker. Bon, bonjour à tous les deux. Déjà, moi aussi, je suis très contente de vous avoir aujourd'hui parce que j'ai adoré cette lecture. On avait parlé autour de moi. J'ai bassiné tout le monde avec cette lecture et voilà, la découverte de cette communauté. Moi, j'avais une première question et une requête après. La première question, ça rejoint un peu ce que avait demandé en fait Sandra, mais justement, c'était l'accueil, Michel, du livre au sein de votre famille.
au sein aussi de vos lecteurs québécois ou lecteurs de la communauté, quel a été le retour. Et ma requête après, ça serait que vous nous lisiez en Innu le petit extrait de Joséphine Bacon, si c'est possible. Oui, mais je ne parle pas l'Innu Aymon, mais je peux vous le lire un peu quand même. Mais je vous dire, dans ma famille, à moi, quand on a lancé Amun, je ne fais jamais de lancement de mes romans, moi, ici au Québec, mais quand Amun est paru, j'ai fait un lancement à Mashtouyas. C'est à 5 heures de route d'où j'habite. Moi, je suis à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je suis à 30 km de Montréal, un petit village. Et je suis Mashtouyas, c'est 5 heures de voiture. Le Lac-Saint-Jean, c'est quand même loin. Mais j'ai tenu à faire le lancement là-bas. On a fait ça au musée. J'ai été très touché parce que là, c'est la communauté qui a pris en charge le lancement. C'est le musée qui l'a organisé, les gens, le chef est venu. Il y avait au-delà de 100 personnes dans le musée, c'était plein. Là. On a fait ça un mercredi soir, je pense. Donc, en plein milieu de semaine. Et ça a été très, très, très émouvant parce que beaucoup des gens de ma famille, comme ma mère, mes tantes, tout ça, ne vont pas souvent à Mashtouyas. Et ça les a ramenés. Ils ont revu leur cousine. Encore une fois, le côté blanc, le côté autochtone, c'est comme retrouvé. En même temps, mes tantes, à part ma mère, mes tantes, ne m'en parlent pas beaucoup. C'est comme toujours cette espèce de... Ils sont contents. Ouais, c'est ça, je pense. Et ma mère n'aime pas beaucoup que j'écrive sur les sujets autochtones parce qu'elle, c'est lié à la honte. Quand elle était jeune, il était victime de racisme parce qu'il était autochtone et qu'il vivait en milieu allochtone. Mais dans la communauté autochtone en général, le livre a été super bien reçu. Et ça, c'était important pour moi. J'ai eu plein de commentaires de gens qui l'ont lu, qui étaient contents que ça se sache parce que c'était aussi leur histoire. Alors, les gens se reconnaissent à travers ça. J'ai été très touché d'apprendre qu'à Pessamit, qui est une communauté sur la Côte-Nord, où je ne suis jamais allé. Ils ont mis dans le corridor, quelqu'un m'a envoyé des photos, un genre d'armoire avec mes livres, Michel Jean, auteur autochtone, auteur Innu, comme une fierté dans la communauté Innu que ça existe. Tu sais, ça montre que ça se peut. Un jeune peut penser écrire des livres à Pessamit parce qu'il y en a déjà qui existent. Et au Québec, le livre a été super bien reçu. Je veux dire, on a eu juste des bonnes critiques. Les ventes ici ont été relativement bonnes. On a réimprimé 3 ou 4 fois, je ne sais pas en chiffre total comment on est, mais le livre a eu juste des bonnes critiques. Et surtout, le livre a été compris pour ce qu'il était. Moi, c'est ça qui était le plus important pour moi. C'était pas tellement que les gens aiment, là, tu veux, mais j'espérais que les gens comprennent ce que j'essaie de dire. Et ça a assez bien marché ici au Québec aussi. Alors, moi, je dis toujours que ma Coucoum veille sur Coucoum. Puis c'est pas une blague, c'est un fait. Et j'y crois. Et je pense que pour l'instant, même si le livre est déjà sorti ici depuis un certain temps, il continue encore de trouver des lecteurs, on continue d'en parler. Donc, petit à petit, c'est comme il fait sa place encore aujourd'hui. Mais mon éditrice québécoise dit que c'est un livre de fond. Il roule tout le temps un peu. Et ça, c'est... à Maurice, c'est important, ça. Un livre de fond. On veut ça. Ça veut peut-être dire un livre de poche à venir, Maury? Évidemment que j'exclus rien, mais c'est un livre de fond et c'est une locomotive pour moi aussi, parce que pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, des chiffres de vente, mais du fait même qu'il soit finalement finaliste du prix littéraire France-Québec 2020, qui sera annoncé en octobre et remis en novembre, en fait, ça a permis d'attirer l'attention de beaucoup de libraires. Et il y a des libraires qui sont tombés vraiment fans de ce livre-là, donc c'est très bien. On m'a commandé en bonne quantité. Alors, effectivement, il y a eu entre les deux le confinement, mais par chance, on l'a lancé un petit peu avant. Et finalement, je me demande si, pour beaucoup, le confinement n'a pas été une chance pour découvrir finalement aussi Coucoum. Il a été beaucoup acheté en numérique, presque un par jour pendant tout le confinement, ce à quoi je ne m'attendais pas. Et Michel, beaucoup par des Québécois, qui sans doute parce que la version est moins chère en France qu'au Québec. Et c'était aussi une volonté de ma part, justement, de faire en sorte qu'il soit assez facilement accessible. Mais en tous les cas, le fait qu'il soit aimé par les libraires, moi, je trouve que c'est une des choses qui m'a le plus fait plaisir aussi. Ouais. Parce que les libraires, c'est des lecteurs, c'est des grands lecteurs aussi, et que j'ai vu plusieurs recommandations de libraires français, belges, suisses,
moi, à chaque fois, j'ai encore vu hier, il y en avait 2. Wow, tu sais, parce que c'est comme aussi une reconnaissance. Oui, oui, le prix France-Québec, là, je suis content. Mais le fait que les libraires le recommandent, c'est aussi une reconnaissance de la base. Tu sais, la même chose que comme sur Instagram, vous tous là, qui en avez parlé, c'est comme un élément, moi, que j'ai trouvé vraiment important pour le livre. Ça me montrait qu'on n'était pas tout seul. Il était possible, même si moi, je suis loin. Amaury est un guerrier qui mène son combat. On n'a pas les moyens des grosses machines, mais on était capable de trouver des gens qui ont parlé du livre, nous ont parlé, de créer un réseau de gens, de contacts, etc., qui n'existait peut-être pas il y a 10-15 ans. Mais, et les libraires et Instagram, pour moi, ça a été un plus, en tout cas, je trouve. Puis, oui, puis alors moi, après, je pratiquais Instagram à titre personnel et surtout au départ, évidemment, comme tout papa, pour suivre un petit peu mes enfants, ce qu'ils faisaient dessus. Et en fait, là, j'ai été très surpris et à la fois assez apeuré dès que je relançais ou que je regardais mes notifications, évidemment, de savoir comment le livre était reçu ou pas. Mais en tout cas, ce qui m'étonne, c'est qu'à chaque fois, à travers les commentaires là, des uns et des autres, je redécouvre, mais c'est pas une blague, je redécouvre le livre à travers vos yeux. Là, c'est toujours surprenant, une dimension qui m'avait échappé, quelque chose. Et on s'y replonge avec plaisir. Alors là, voilà, c'est plutôt là en tant que lecteur. Donc effectivement, je pense que Instagram, pour ça, c'est un sacré levier. C'est très, très intéressant. Et puis, il y a forcément des fois aussi des commentaires qui nous touchent plus que d'autres. Mais cela étant, c'est vraiment dans l'ensemble, moi, je suis très surpris de la qualité des lecteurs, des lectrices. C'est vraiment très, très étonnant. En tout cas, après, pour l'auteur, j'imagine que ça fait aussi plaisir et puis ça le renvoie des choses. Mais pour l'éditeur que je suis, j'avais l'impression d'être bien immergé dedans. On avait quand même beaucoup échangé avec Michel aussi par écrit. Et voilà, à chaque fois, il y a des choses nouvelles. Que ce soit quelqu'un comme une prof de français qui nous a fait un compte-rendu, j'ai plein de dimensions que je n'imaginais pas. Peut-être même Michel, tu n'imaginais pas qu'il y avait des choses comme ça que toi, tu avais écrit. Et puis après, parfois, juste en 1 ou 2 lignes, quelqu'un parmi vous écrit quelque chose et ça saisit. Donc, ça nous pousse aussi à continuer ça, évidemment. Moi, j'espère bien continuer de le faire évidemment avec Michel, avec d'autres auteurs. C'est bien cette idée de pierre, finalement, qu'on met petit à petit. Après, l'idée, moi, je pense qu'écrire, forcément, c'est transmettre des connaissances, c'est dénoncer. En ce sens-là, c'est forcément un geste politique toujours, quoi qu'il en soit. Quand bien même c'est de la fiction. Mais bon, voilà. Donc, on va continuer, en tout cas, oui, bien sûr. Cette politique-là, on va la continuer. Joali ? On m'entend ? Oui. Ouais. Bonjour à tous les deux. Et du coup, j'avais une petite question pour Michel. Oui. Dans Coucoum, les points forts quand même de l'histoire, ça concerne aussi beaucoup l'histoire d'Almanda et Thomas, donc son mari. Et ils vivent une relation qui est très forte et très profonde et ils vont entamer quand même de longs périples ensemble. Et je me demandais par rapport à ce que vous disiez avant, quelle est la part de réalité et de fiction dans cette histoire d'amour, justement ? C'est une bonne question. Moi, j'ai connu Almanda. J'ai jamais connu Thomas. Il est mort avant que je vienne au monde. On m'en a parlé. Je me suis imaginé Thomas à partir de ce que ma mère m'a dit, par exemple. C'était son grand-père, elle l'a bien connu. Un homme de peu de mots, mais c'était un chasseur respecté. La famille n'a jamais manqué de nourriture. Souvent, ils ont aidé d'autres familles, justement, qui étaient, comme disait ma mère, moins bien organisées. Et donc, c'était quelqu'un visiblement de solide, de responsable. La scène, quand ils se rencontrent, elle est racontée dans le livre dont je vous parlais un peu plus tôt, dans le témoignage d'Anne-Marie, ma grande-tante, qui a raconté la conversation entre Anne-Marie, entre Almanda et sa tante dans le livre. Je l'ai repris presque textuellement comment Anne-Marie l'avait rencontré. Donc, ça me disait aussi comment était Almanda. Quand elle dit, par exemple, de toute façon, on n'a rien ici, on n'a pas mangé de viande depuis 2 semaines, je vais prendre ma chance avec lui. Elle a dit ça. Ça dit sur son caractère à elle. Donc, j'avais une bonne idée du caractère de chacun et de la suite des choses après. Alors, moi, j'ai imaginé ensuite, c'est là que l'écrivain entre en action, et j'ai imaginé à partir de ça comment ça s'est fait. Par exemple, toute la scène, quand il remonte pour la première fois, ça, c'est moi c'est de la fiction parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
Je sais comment ils ont vécu, je sais comment ils étaient, j'ai imaginé à partir de ça comment ça aurait pu se passer. Et je me sentais une responsabilité de respecter la personnalité, le caractère des personnages. Mais c'est vrai qu'ils se sont aimés. C'est vrai qu'Almanda, elle a aimé beaucoup Thomas. Ça, tout le monde me l'a dit. Puis Thomas aussi l'a beaucoup aimé. Alors après ça, tu essaies de réfléchir, dis comment deux personnes aussi différentes, mais en même temps proches, vont arriver à s'aimer dans un environnement comme celui-là. Almanda, c'était une femme qui avait un besoin de liberté aussi. Elle a choisi ça parce que vraiment, c'est quelqu'un qui avait cette soif de liberté. Alors, moi, je l'imaginais aussi comme une jeune femme un peu aventurière, prête à briser les barrières et à foncer prendre tous les risques en réalité, foncer dans le vide. Et j'ai écrit à partir de ça. Mais c'est la partie qui est de la partie fiction aussi. Il y a les éléments qui sont vrais dans le livre, mais entre tous ces éléments-là, c'est là qu'il faut écrire. Faut l'imaginer. Alors, je relance la demande de Manon tout à l'heure sur la lecture de l'extrait. Vous pouvez nous faire ce plaisir-là, Michel? Et si possible aussi, un extrait en français, bien sûr, l'extrait que vous préférez, si vous en avez un. Et après, ce sera Rita. Apununitam. Hein? Allez-y, Michel, pardon. Apununitam, nishtaman, anite uteterian, nuku puimamum muyani, nuita kamukum, et nuitan kisha nita che nakatichuan. Je veux dire, je ne me souviens pas toujours d'où je viens dans mon sommeil. Mes rêves me rappellent qui je suis. Jamais mes origines ne me quitteront. Joséphine Bacon, c'est une poète. Elle est petite comme ça, mais pour moi, c'est un géant. C'est une femme qui est très connue au Québec. C'est sans doute une des Inuits les plus connues. Et c'est quelqu'un pour qui moi j'ai énormément de respect. Elle a connu ma famille, elle a connu mon oncle Gérard. Donc, en plus, elle connaît d'où je viens. Donc, j'avais demandé l'autorisation de mettre la citation dans le livre. Et j'avais une autre citation au départ. Puis quand je relisais donc son livre, je me suis dit, wow, OK, non, j'ai dit, c'est ça qu'on va mettre. Parce que c'est dans Bâton en message que j'ai lu ça. Parce que quand elle dit, jamais mes origines ne me quitteront, un peu plus tôt, quelqu'un me demandait, c'est quoi être autochtone, un peu tout ça. C'est que les origines, c'est aussi ce qu'on est. Et quand j'ai lu « Jamais mes origines ne me quitteront », ben, un peu à la fin du livre, je dis justement, nous n'avons pas appris l'Inoïmoun, ils ont blanchi nos mœurs, mais qui peut oublier qui il est vraiment? Pas moi. C'est un peu ma manière de dire un peu ce que Joséphine disait. Merci. Rita, à toi? Alors, rebonjour à Amaury, rebonjour à Michel. Alors, pour moi, tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai effectivement respiré ce roman. Je me suis attachée à Almanda. J'ai aimé parcourir ces quelques lignes pour ensuite, pour confirmer que la vie est un cercle. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase qui revient et qui résume finalement ce qu'est la vie, en fait. J'ai aussi trouvé que ce roman, en fait, respirait la sérénité. C'est quelque chose que j'ai totalement apprécié, même en fait quand il y avait des scènes qui étaient quand même difficiles. Et je me suis aussi vue, tellement les paysages étaient magnifiques et les descriptions totalement captivantes. Et donc, ma question arrive. Almanda, en fait, nous évoque les débuts du tourisme, et d'ailleurs un tourisme très mal accueilli. Et moi, ma question, c'est, là aujourd'hui, on trouve sur Internet facilement une invitation au voyage pour la découverte d'un Québec autochtone. Et ma question, c'est, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous continuez à penser comme Almanda que l'intrusion continue? Ou est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi une sorte ou un moyen de partage et de découverte de cette belle culture? Ben, deux choses. D'abord, le territoire a été exploité par les compagnies forestières. On le voit dans le livre. Dans la réalité, au Québec, dans l'esprit des Québécois, la forêt, c'est faite pour être coupée.
Je veux dire, on se scandalise de voir les forêts brûler au Brésil, mais c'est normal qu'au Québec, qu'on coupe les forêts. Il faut savoir que ça nourrit, ça crée des emplois dans les régions du Québec et qu'il y a toute une partie de l'économie qui dépend de ça. Mais en contrepartie, ça fait en sorte que si vous allez dans le nord du Québec actuellement, il y a des coupes à blanc sur des centaines de kilomètres. Je veux dire, on peut se promener dans des secteurs, on roule en auto, on voit les rivières, il y a des arbres, mais si vous montez en hélicoptère dessus, vous allez voir qu'il y a peut-être 100 mètres d'arbres. Ensuite, c'est rasé, c'est la savane. Alors, on exploite la forêt. Le tourisme d'aventure et le tourisme autochtone, justement, un des avantages, je trouve, c'est que ça a ramené à l'avant-plan l'importance de préserver la nature et le territoire. À l'heure actuelle, à la rivière Péribonka, il y a 3 ou 4 barrages, je ne me souviens plus trop, mais c'est les gens qui font du tourisme d'aventure, notamment, qui militent pour préserver la forêt autour. En ça, moi, je trouve qu'il y a un élément positif. On a un avantage commun à préserver cet environnement-là. Et puis, Almanda, elle a insisté sur l'artisanat à l'époque. Puis ça, c'est vrai. Elle voulait que soit sauvé le know-how autochtone. Comment on fait les choses. Comme la tradition est orale, il n'y a pas de cours de vidéo comment faire les choses. Mais en le faisant faire par ses enfants, ça continuait. Ça a permis de sauvegarder et de maintenir toute cette tradition-là qui aurait pu être perdue en 1 ou 2 générations. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas contre le tourisme autochtone, au contraire, tant que c'est fait par des Autochtones. Quand c'est des Allochtones qui pensent faire de l'argent en utilisant la culture autochtone, ça ne nous plaît pas beaucoup. Parce que l'argument étant, vous nous avez volé nos territoires, vous n'allez pas en plus nous voler notre histoire. Alors, mais tant que c'est fait dans le respect, que ça marche, pourquoi pas? Je veux dire, c'est une forme d'économie qui abîme pas la nature, qui respecte l'environnement, qui permet de valoriser aussi la culture. Pourquoi pas? Je suis allé au moment qu'on a fait le lancement, mon éditrice québécoise est venue avec moi. Elle voulait s'acheter un tambour. Il faut savoir qu'un tambour, c'est pas tout le monde qui peut avoir un tambour. Puis on est allé avec Jeannette, toujours ma chère Jeannette, au magasin d'artisanat qu'il y a à Mastouillache. Puis là, elle a eu droit à une visite, ils m'ont expliqué comment on fait le tambour. Et donc, ils ont vendu un tambour à mon éditrice. Et là, à un moment donné, elle voulait acheter une plume d'aigle. Mais là, le propriétaire de la boutique n'a pas voulu lui vendre une plume. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup de responsabilités avec une plume. Puis, non, je ne peux pas vous vendre une plume. Alors, je raconte cette histoire-là pour dire quoi? Dire que oui, le tambour, non, la plume. Tant que c'est fait dans le respect, je trouve que c'est juste un plus. Si c'est fait, si c'est pas des Autochtones qui vendent des plumes, ça, la valeur, la symbolique d'une plume n'est pas la même à ce moment-là. Ça ne respecte pas ça. Jean-Marc? Oui, bonjour à tous les deux. D'abord, merci parce que c'est vraiment passionnant de vous écouter tous les deux entre vos 2 passions d'auteur et d'éditeur. Je voulais revenir sur l'aspect, comme je n'ai pas encore lu le livre, sur l'aspect politique. Le premier, vous avez dit que c'était donc j'ai un peu une double question, comme dit Gita. C'est quand on visite en fait l'histoire depuis peu, ça crée souvent un peu de polémique. Est-ce qu'il y a justement sur cette redécouverte récente des controverses ou des polémiques qui naissent? Et puis ce qui va un peu avec, Michel, tout à l'heure vous avez dit que de temps en temps certains tombaient dans la caricature et que ça avait le don de vous agacer. Qu'est-ce que vous voyez le plus caricature qui vous agace particulièrement justement sur les Inuits? Il y a toute les plumes, le côté un peu folklorique, parfois, moi, je trouve exagéré. Là. Je veux dire, les Autochtones ne vivent pas dans des tipis maintenant, aujourd'hui. Alors, souvent, les gens pensent encore que c'est comme ça. Tout le côté cabane au Canada, là, qui moi, m'énerve un peu, mais c'est simplement ça. Mais je veux dire, je vois pas fréquemment des choses qui m'énervent beaucoup. Ce n'est pas un problème majeur. De temps en temps, c'est comme n'importe quoi. Je veux dire, souvent, c'est le regard de l'autre on a l'impression qu'il est faussé. Mais c'est juste tant que les choses sont faites en respectant les
la culture, les faits, la vérité, moi, j'ai rarement de problème. Est-ce qu'Amaury, on peut parler on en avait parlé sur Instagram, de l'agent de Michel, qui apparemment a un rôle particulier et qui n'existe pas en France? Non, effectivement, mais ce sera sans doute Michel qui en parlera plus parce que moi, je suis venu. C'est lui, effectivement, qui m'a contacté en fait suite à ma mise en relation avec. C'était Stanké pour Amoun, je crois. Ouais. Donc, suite à ma mise en relation là-bas, en fait, c'est l'agent de Michel, Patrick, qui lui-même, je crois, est un Français à l'origine, qui a immigré là-bas, qui a fait ses études en littérature avant de devenir agent. Et son métier à lui, je ne le connais pas à proprement parler, justement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on croise encore souvent en France. Mais bien sûr, c'est de défendre les intérêts de l'auteur. Mais dans le cas présent, ça a été surtout finalement de nous mettre en contact, on va dire, entre l'auteur et l'éditeur. Parce que moi, par rapport à Coucoum, en fait, effectivement, je n'étais pas au courant que ça allait sortir au Québec. Je n'étais pas informé de ça. Et en fait, Michel est venu par l'intermédiaire de Patrick pour me proposer ça aussi. Ayant découvert mon projet éditorial que j'avais envoyé à Stanké, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait pas beaucoup, c'est quand on achète des droits, très souvent. Là, pour le coup, Coucoum, c'est pas un achat de droits, puisque je suis très fier d'être l'éditeur français, Michel Jean. Alors qu'à Moon, j'ai racheté les droits. En fait, ça, c'est deux choses différentes. Mais en tous les cas, justement, quand on achète des droits, on envoie un courriel, on correspond avec quelqu'un qui est responsable de la cession des droits, et puis ça se passe comme ça. Moi, là encore, j'envisageais les choses autrement, c'est-à-dire que je voulais qu'on ait une conversation, je voulais leur dire, parce que moi, c'est quelque chose qui me prend tellement de temps, on va dire d'argent forcément, mais tellement de temps et puis tellement d'intérêt aussi, que je ne peux pas me contenter juste d'envoyer un courriel et puis de dire, voilà, est-ce que c'est accessible ou pas. Et en fait, j'ai pour habitude de beaucoup dire sur la maison d'édition, sur ce que j'ai envie d'en faire, et vraisemblablement, ça a son effet positif. Ça a intéressé effectivement l'éditeur qui n'avait pas l'habitude de recevoir des sortes de déclarations d'intérêt pour la littérature en général, pour le secteur des lettres amérindiennes, par exemple. Et puis, Patrick, quand il m'a écrit, il m'a dit ça. Il me dit, on a eu connaissance en fait de votre projet, on trouve ça intéressant, on aimerait bien travailler avec vous. Alors, vous êtes en France et justement, on voit que vous avez envie de défendre un projet là-dessus, donc pourquoi pas tenter notre chance. Alors effectivement, aujourd'hui, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'apparais souvent comme une maison d'édition québécoise dans plein de choses. Alors moi, évidemment, ça ne me dérange pas du tout, c'est même un plaisir, un honneur. Alors après, ça peut être un problème pour les libraires qui ne savent pas où acheter les livres, parce que je suis diffusé en fait en France avec un diffuseur français, bien sûr, mais ça en dit long aussi sur le fait que justement, qui dit littérature amérindienne ne pouvait pas dire éventuellement maison d'édition française. Et moi, c'était tout l'intérêt. Donc, le rôle de Patrick, ça a été vraiment de nous mettre en contact. Et après, prosaïquement, c'est lui qui est responsable du contrat, de la négociation, de choses comme ça. Donc voilà, on a effectivement là aussi négocié sur la durée, forcément sur la rémunération de l'auteur, des choses comme ça. Donc voilà, c'est après le rôle. Je pense que Michel aura plus de choses à dire par rapport à lui au quotidien, par rapport à Patrick. Mais moi, c'est surtout cette mise en relation. Effectivement, j'avais pensé, puis en fait, là, après, ça s'est perdu l'idée de le faire intervenir. C'est vraiment pas ça n'a vraiment pas été pensé au-delà de ça. Une fois qu'on en a parlé, j'ai oublié l'idée, j'ai proposé à Michel, il m'a dit que si ça pouvait l'intéresser, ça pouvait être une bonne idée aussi, puis en fait, on n'a pas été plus loin. Mais c'est vrai que ce rôle d'agent, il est pour nous inconnu en France. Donc voilà, après, c'est plutôt avec Michel qu'il faut, je pense, voir ça au quotidien, ce que ça signifie d'avoir un agent littéraire, en fait. Moi, à Coucoum, j'ai commencé à travailler avec Patrick il y a quelques années. Le but, c'est, comment dire, quand tu as une maison d'édition, comme moi, ma maison d'édition, c'est Libre Expression ou Stanké, ça appartient à la même compagnie qui s'appelle le groupe Librex, qui au Québec est le plus gros éditeur. D'ailleurs, j'adore ça parce qu'au Québec, je suis publié dans une grosse maison avec des moyens, puis en France, c'est autre chose. Et moi, je suis très proche de justement des maisons indépendantes, alors j'étais content. Et quand tu es dans une maison d'édition, c'est la maison d'édition qui va décider un peu quel livre elle va promouvoir à l'extérieur qu'elle pense qu'elle peut vendre les droits. Et évidemment, à ce moment-là, ils font des choix, c'est normal. Moi, je préférerais que moi-même, avec l'aide d'un agent, on puisse choisir avec qui on va travailler, à qui on va essayer de vendre les droits ou conclure des ententes. Alors,
pour mes romans maintenant, j'ai commencé avec mes 2 derniers romans, j'ai conservé les droits étrangers. Ce qui fait que quand Cocum est sorti, c'est le rôle de Patrick de faire le lien avec les éditeurs à l'étranger. Et pour Cocum, on avait... moi, quand un éditeur comme ça, je lui donne 12,4% de ce que je reçois. Rassurez-vous, avec les revenus d'un écrivain québécois, heureusement, il y a des revenus plus importants ailleurs. Mais, alors, pour Cocum, Patrick avait entamé des discussions avec, je pense qu'il y en avait 2 maisons d'édition en France qui étaient intéressées, assez importantes. Puis, ils étaient intéressés, là, ça laisse faire. Puis, quand il est arrivé à Amaury, puis j'ai dit, pardon, Amaury, tu sais, on a fait quoi, Amon, etc. Et quand il a parlé à Amaury, il m'a dit, ah ouais, il est vraiment passionnant, ce gars-là, il y croit, il aime beaucoup ça. Michel, on devrait aller avec Amaury. Puis moi, j'ai dit, fine, c'est parfait. Allons-y comme ça. C'était comme un coup de cœur. Et puis, j'en suis très content. Alors, le rôle de Patrick, c'est comme l'intermédiaire. Si on veut, c'est lui qui fait ça. Il est meilleur que moi pour ces affaires-là. Puis, son rôle, c'est de guider l'écrivain. Et dans ce cas-là, bon, il a parlé longtemps avec Amaury au téléphone. Il me dit, il aime vraiment ça. Puis, on a senti tout de suite qu'on... Moi, je préférais être, comment je dirais, avec quelqu'un qui aime vraiment mon livre, même si c'est une plus petite maison, qu'être un livre parmi 25 dans une grosse maison, où ça dépend, etc. Alors, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Des Paysages par la suite et j'en suis très content. Nous aussi d'ailleurs, et on milite tous pour ce genre d'initiative. Stéphanie, à toi? Oui, alors moi j'ai regardé la fin du volume là, du livre et dans la présentation de la collection Talisman, c'est noté que pendant des siècles on a écrit sur eux et sans eux. Et donc maintenant qu'on écrit avec eux, enfin que eux écrivent, donc les Inuits par exemple, je voudrais savoir déjà s'il y a beaucoup d'auteurs en devenir, c'est-à-dire est-ce que vous en connaissez d'autres? Est-ce que Michel, vous en connaissez des Inuits par exemple qui écrivent? Ouais. Et donc, quelles sont ces nouvelles voix et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Est-ce que c'est un cri? Est-ce que c'est des pleurs? Est-ce que c'est des revendications? Ou est-ce que c'est tourné davantage vers quelque chose d'optimiste? Il y a beaucoup de poésie chez les Inuits parce que la poésie, c'est de l'oralité, donc c'est plus naturel. Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, qui dans un genre... Joséphine, c'est plus une aînée qui parle avec le territoire. Natacha Canapé-Fontaine, c'est une jeune femme qui a 25-27 ans, qui est plus revendicatrice, c'est plus une militante. Il y a des auteurs aussi. Amaury parlait de mon ami Louis-Carl Picard-Sioui, qui lui écrit des trucs un peu déjantés, plus urbains, qui se passent sur des réserves, etc., moins que moi dans le territoire. Il y a des auteurs aussi comme Naomi Fontaine, qui est bien connue, qui est Quasipan, que je vous invite à lire, que moi j'ai beaucoup aimé. Ce livre-là, je trouve encore que c'est vraiment un très touchant roman. Alors, il y a des voix qui sont variées. Et il y a beaucoup des Inuits, mais pas que des Inuits, parce qu'encore une fois, les Inuits sont plus nombreux. Mais il n'y en a pas des vingtaines ou des trentaines. Je veux dire, on est quelques... Je veux dire, là, on a fait Amon, on était une dizaine. Je veux dire, il y a peut-être on peut peut-être étirer à des gens des romans, on est peut-être même pas 10. Des nouvelles, la poésie, en tout, on est peut-être vingtaine. Alors, c'est encore pas des gros nombres. On en a encore au début. C'est encore naissant. Mais il y a beaucoup de talent, par contre. Il y a beaucoup de voix avec la profondeur. Oui. C'est assez étonnant. Ça me fait un peu penser à Haïti. Oui. Un pays où il y a beaucoup de pauvreté, mais il y a une richesse de littérature et culturelle incroyable. Chez les Autochtones, on n'est pas nombreux, on n'est pas très... c'est souvent difficile, mais il y a une richesse qui s'exprime à travers la culture. Ouais, moi, je pense que justement, tu dis ça, puis ça tombe bien, puisque effectivement, tu parles d'Haïti et la maison d'édition qui a permis aussi de faire connaître ça au public français, c'est bien sûr Mémoire d'Encrier avec Rodney Saint-Éloi. Et c'est aussi à la fois l'intérêt, peut-être,
mais là, il faudrait que j'en discute avec l'éditeur lui-même. C'est peut-être aussi la difficulté à savoir que Mémoire d'Encrier, c'est une maison d'édition montréalaise et ils diffusent leurs livres en France, mais en tant que tel, ils ont quelqu'un qui les représente, qui les représente bien, qui est sur les salons, qui fait tout ça, mais en fait, c'est une maison d'édition qui reste une maison d'édition aussi au Québec. Donc c'est peut-être pour moi là qu'était la difficulté pour promouvoir cette littérature, c'est que je crois qu'il faut être à un moment donné, c'est mieux aussi, ou c'est en tout cas intéressant d'être sur le territoire, moi notamment en France, pour pouvoir aller rencontrer aussi les libraires, même si elle fait le travail, la représentante, je crois, de Mémoire d'Encrier, le fait même que ce soit une maison d'édition québécoise a pu parfois empêcher la rencontre entre ces livres et les libraires aussi. Et c'est peut-être aussi, moi, tout l'intérêt que je voyais à finalement promouvoir cette littérature en disant « je suis une maison d'édition en France, donc c'est ce qu'on va faire ». Mais bien sûr, une partie des auteurs est déjà publiée et le font très très bien évidemment chez Mémoire d'Encrier. Et pour la petite histoire, ils ont changé de diffuseur, ils sont chez Harmonia Mundi, ce qui fait qu'ils vont maintenant être beaucoup plus présents. Et pour moi, c'est aussi un grand intérêt parce que là-dedans, il ne s'agit pas du tout de concurrence, mais d'émulation. C'est très important qu'on soit, au contraire, je veux dire, presque solidaire là-dedans, ne serait-ce que pour étoffer les étagères dans les librairies. Parce que récemment encore, la librairie du Québec à Paris, j'y allais sans trop dire ce que je faisais ou qui j'étais, et puis j'étais très surpris de voir que le rayon, on va dire, lettres autochtones, lettres amérindiennes, était relativement pauvre et en fait très peu mis en avant. Et du fait que finalement on commence à sortir à Moon en France, eh bien ça étoffe, et puis finalement les libraires se disent, tiens, commence à y avoir plus de références, donc on va pouvoir mettre ça en avant. Donc finalement, c'est aussi un effet, voilà, je pense, d'émulation, mais c'est juste pour comprendre un petit peu cette cuisine, en fait, voilà, pour rentrer un petit peu dans la fabrique derrière. Il n'y avait pas vraiment de maison d'édition qui voulait se lancer ou qui pouvait ou qui avait eu l'intention de se lancer sur cette niche. Comme tu dis, Michel, il y a peu d'auteurs, mais après, ça se compte plutôt justement en talent, et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et ensuite, c'est le début de quelque chose. Il y a d'autres auteurs qui vont venir. La poésie, c'est vrai que c'est un genre qui est pour le coup... tout simplement moins vendeur en France, mais pourtant ceux qui achètent sont des gens convaincus. Donc c'est pas du tout impensable d'aller là-dessus aussi en France, une fois que moi par exemple la trésorerie le permettra d'aller vers ça, parce qu'effectivement il y a des pépites là-dedans. Et puis il y a une dernière chose, c'est que j'ai été justement forcément contacté par des éditeurs américains ou canadiens anglophones, ou canadiens, on va dire, ontariens, donc où là, pour le coup, les francophones sont une minorité, pour me proposer des textes que moi, évidemment, je ne connaissais pas non plus, donc des traductions, pour le coup, en tout cas faits par d'autres auteurs appartenant aux Premières Nations. Donc, c'est le début de quelque chose. Mais c'est vrai que ce qui manquerait, moi, en tout cas dans ce territoire-là, c'était la littérature autochtone francophone, en tout cas, c'est celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité, par laquelle je voulais commencer, mais rien n'empêchera à terme d'aller vers autre chose aussi. En tout cas, voilà, c'est pour vous donner un petit peu ce panorama-là. Et dans le côté cuisine, pour finir, tantôt on parlait de la différence. Amaury racontait, quand tu achètes les droits, tu communiques par courriel. L'avantage d'avoir un éditeur français, comme la relation que j'ai avec Amaury, on fait le livre ensemble. On a retravaillé à Moon, il y a des petites différences. Amaury le relisait, il nous avait dit, Michel, ça. Oui, des choses qui étaient... Des fois, des trucs, même si j'avais beaucoup retravaillé le texte, il y a un autre regard. Fait qu'on avait cette relation-là que, par exemple, Amun va être publié en anglais par Exile Edition, qui est une très bonne maison d'édition littéraire très reconnue au Canada anglais à Toronto. Mais je n'ai pas vu la version finale. Le livre sort. La couverture, j'ai reçu la couverture à un moment donné, puis elle est super belle, la couverture, mais je pense qu'ils ont confondu Inuit et Innu, parce que c'est comme un Inuit dans oui, avec les kayak. Oui. Puis là, quand j'ai parlé avec la traductrice, là, elle en a parlé à l'éditeur, mais eux autres, bon, il est arrivé la pandémie, tout ça. Là. Ce qui fait que le livre va sortir avec une couverture, il y a un Inuit, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas d'Inuk qui ont écrit dans le texte, puis c'est un dessin d'un Inuk sur la page couverture. Ce ne serait pas arrivé si j'avais eu le même genre de relation. Je veux dire, quand on a fait Cocom, la première couverture, moi, j'avais des réserves. On a parlé que ça a donné « wow », tu sais. Alors, il y a un avantage à ce travail-là, qui est une émulation puis un travail d'équipe. Moi, je dis toujours, écrire un livre, c'est un acte solitaire, mais publier un livre, c'est un travail d'équipe. Oui, en tout cas, vous formez une superbe relation tous les deux, un superbe duo. Je trouve que vous vous accordez parfaitement.
Et que ça continue longuement, en tout cas, on vous l'espère tous les deux. Annie-Rose? Oui, justement, c'est pour rebondir par rapport à votre intervention sur l'édition. Est-ce que donc vos livres sont traduits en anglais? Donc Amoun, c'est le cas, il va être publié en anglais. Est-ce que c'est le cas aussi pour Coucoum? Et quelle est la relation en fait des Canadiens anglophones à la littérature québécoise? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que c'est une littérature qui du coup est facilement traduite? Ouais. Alors, au Canada anglais, ils en ont déjà beaucoup parce que ça fait longtemps que ça existe. Par exemple, au Canada anglais, qu'est-ce qui est très populaire? C'est l'anticipation autochtone. On prévoit des mondes futurs autochtones. D'ailleurs, moi, je commence à travailler sur un Amun 2 qui va être justement dans ce genre-là, parce qu'au Québec, ça n'a jamais été fait. Mais alors, il y a beaucoup. Et au Canada, il y a les deux grandes solitudes, le Québec et le reste du Canada. Alors, il n'y a pas encore une très, très, très grande ouverture à la culture autochtone du Québec au Canada, mais ça commence. Alors, Amun va apparaître là, le 15 juin, je pense. Puis pour les autres, dont Coucoum, ça, c'est le travail de mon ami Patrick. Alors, c'est lui maintenant, moi, je l'appelle de temps en temps, puis je le fouette. Hey Patrick, go! Puis c'est là, on va voir, mais les choses bougent, puis je suis plutôt confiant. Rita? Oui. Alors en fait, Michel, moi, dans votre roman, j'ai lu un passage qui m'a totalement marqué, où en fait, vous utilisez un mot qui est extrêmement fort. C'est, vos personnages de roman, Almanda, ou plus globalement le peuple autochtone, se qualifie d'apatride, vu tout ce qui leur arrive en fait. Donc au-delà de la partie romancée, vous touchez un petit peu au plus sensible en fait. Vous questionnez le sentiment d'appartenance, ou encore plus fort l'identité. Et donc, ma question, c'est... déjà, vous avez évoqué tout à l'heure le choix d'un roman au lieu d'un reportage, et je partage totalement ce choix réussi. Et donc, je vais même peut-être un petit peu plus loin. Est-ce que vous avez déjà pensé à une adaptation en film? Parce que là, on a pas mal d'émotions, on a un message fort, donc ça peut... Pour moi, c'est une idée. Peut-être que vous l'avez déjà. C'est la spécialité de Patrick, l'adaptation justement vers les... Exactement. Mon premier roman avait été vendu pour qui se passait en Haïti. Puis la compagnie a fermé ses portes alors que le scénario était fait. Ça allait se faire. Pas tous les romans sont prêts à ça. Le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones. Moi, je le vois en film, honnêtement. La fin, complètement la scène, moi, je la vois comme dans un film. Coucoum aussi. Moi, ça me demande beaucoup d'écrire. Je n'ai pas envie de faire les démarches. Alors, on verra qu'est-ce qui va arriver. Mais paradoxalement, cette semaine, il y a un producteur et animateur très connu au Québec là, qui m'a approché pour... puis là, ils m'ont proposé de travailler à la scénarisation, pas d'un de mes romans, mais d'une série télé qu'ils sont en train de préparer, qui concerne un personnage, le père Jovenot, qui est un Belge, qui a sévi sur la Côte-Nord pendant longtemps, qui a agressé les enfants, etc. Puis il y a une série de TV qui veulent faire après ça. Ils m'ont demandé de travailler comme scénariste ou scénariste conseil à cette série-là, ce que je pense va se faire. Déjà ça va mettre un pied, si on veut, dans ce genre de choses-là. C'est comme tout un univers où les gens, c'est ce que tout le monde veut, transformer leur livre en film, etc. Moi, oui, bien sûr, tu sais. Mais en même temps, je veux aussi me garder beaucoup de place pour écrire. Je vais me garder un espace d'écriture. Puis si je me disperse trop à faire trop de choses, déjà que j'ai un travail prenant, puis j'ai besoin du salaire de mon travail de journaliste. Alors, si je veux me garder de la place pour l'écriture, je préserve ça. Alors, mais c'était Patrick avant de ça, effectivement. Mais après, tu as un précédent, puisque la Kwesipan sort, ou en tout cas est sorti janvier, je crois. Il devait sortir en France aussi, mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc là, elle a mis quand même du temps, puisque je crois, c'est quoi son roman? Je me demande si ce n'est pas 2007, 2008 peut-être. C'est le financement qui est difficile à avoir au Canada. Il faut avoir des subventions. Ça prend 4-5 ans à faire un film. Ouais. Avant que ça se fasse, ça peut prendre énormément de temps. Puis aller jusqu'au bout, comme moi,
Un monde mort comme la lune, mon premier roman, on était rendu, le scénario était fait, tout ça. Bon, ça a tombé, mais c'est comme c'est quelque chose qui est long, qui est compliqué. Ouais. Alors, j'avais deux petites questions, notamment sur les petits dessins en fin de chapitre, qui sont magnifiques, qu'on aime énormément, et sur les titres. Pourquoi avoir fait des titres de chapitres aussi courts et succincts? Est-ce que ça évoque une sorte de fil rouge? Là, après, moi, je peux juste parler sur les signes. Ça a été effectivement Marie-Laure, la maquettiste, qui m'en a proposé plusieurs. On n'était pas forcément toujours sur les mêmes choses, mais en tout cas, on ne voulait pas aller forcément, là encore, vers des caricatures, comme on en avait vu ailleurs aussi, sur soit des animaux, soit des choses comme ça. Et puis, en fait, ce petit signe nous est tombé dessus et Marie-Laure, elle, gardait de Coucoum l'idée des montagnes, alors qu'en fait, il y a des falaises, bien sûr, mais c'est le Québec d'aujourd'hui, comme le Québec d'il y a 50 ou 100 ans, c'est pas réputé pour ses grandes montagnes, hein, pas du tout, c'est pas le cas. Mais elle gardait ça en tête, et c'est ça qui l'a vraiment marqué. Et donc, elle est partie sur cette représentation symbolique de petites éminences, de petites collines, petites montagnes. Par contre, pour les chapitres, je laisse Michel, puisque moi, j'ai pas redécoupé. Je suis intervenu avec lui, avec son accord, parfois sur le redécoupage à l'intérieur d'un chapitre. Mais ça a été là plutôt à la marge, hein, puisque le texte se tenait déjà par lui-même, se tenait très bien. Mais ces courts chapitres, et d'ailleurs, ça a été aussi pour moi l'intérêt, c'est qu'on est là plutôt face à la littérature nord-américaine en général, qui privilégie finalement ces chapitres relativement brefs, ces accroches aussi, parfois en fin de chapitre. Et donc, moi, j'ai surtout pas voulu retravailler cet aspect des choses. Et les titres, je les dois tous évidemment à Michel. Hein. Je pense même pas en avoir retouché un ou avoir proposé autre chose, Michel. Je suis même pas sûr du tout. Non, je pense que non, mais juste pour vous montrer, dans la version québécoise, à la fin, c'est ça qu'il y a. C'est un autre, si on veut, je vais me mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez là. Et donc, dans la version québécoise, il y avait ça. Ça, c'est les graphistes qui ont fait ça. Je veux dire, moi, les chapitres courts, j'aime ça parce que je trouve que ça donne du rythme. C'est-à-dire qu'on a chaque chapitre, ça permet techniquement de maintenir le rythme. Ça permet aussi de varier aussi les sujets. Et puis, les titres, pour être franc avec vous, la plupart du temps, je les choisis une fois que le livre est fini. Je repars, je regarde le chapitre. J'aime mettre je trouve que quand on met un titre, c'est comme une image. J'essaie de mettre c'est juste un mot en général. Là. Réveillon, seul au monde, la bosse de canot. C'est tous des choses qui sont comme des images qui ne vendent pas le punch du chapitre, qui évoquent quelque chose. C'est comme pour enrichir un peu. Honnêtement, je vous dirais, c'est le genre de truc que moi, je fais de façon plutôt instinctive. J'aime ça. Je le fais comme ça. Voilà. Nous aussi, on adore ça. Amaury, est-ce que vous pouvez nous parler est-ce que vous recevez des manuscrits régulièrement? Est-ce que vous allez à la pêche plus souvent? C'est variable. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, du fait de mon positionnement, beaucoup me croient au Québec. Donc, c'est déjà une barrière, j'imagine, pour beaucoup d'auteurs. J'ai reçu beaucoup de propositions, mais qui n'allaient pas du tout de moi dans ma ligne, ou alors des choses sur la littérature, on va dire, générale. Bon, ça, c'est toujours aussi la difficulté. C'est en gardant toujours le maximum de tact, de renvoyer aussi l'auteur à la ligne éditoriale et au fait que, par exemple, s'il se balade juste sur le site, on comprend vers quoi je vais, par exemple. Alors, il faut toujours tenter sa chance, bien sûr, mais en général, j'ai surtout des propositions qui sont complètement à côté de ce que je fais. Donc, c'est pas bien grave. Hein. Et puis, parfois, je commence à lire juste aussi pour le plaisir. Mais effectivement, pour l'instant, j'ai pas eu de choses allant vraiment dans ce que je veux faire. On le comprend aussi, puisqu'il faut d'abord que finalement des auteurs du Québec ou du Canada puissent entrer en contact avec moi. C'est très compliqué et ça le restera assez longtemps. Donc, ce sera à moi aussi à terme d'aller vers eux davantage. Hein, c'est ce que je souhaite aussi, pour qu'ils sachent que j'existe et comment ça peut se passer. Mais forcément, on passera par des intermédiaires. Ne serait-ce que parce que publier de la littérature autochtone québécoise en France, ça ne peut passer que par ça. Après, évidemment, c'est sur l'autre versant de la maison d'édition, sur les versants essais. Là, je reçois effectivement beaucoup de choses, puisque je vous avais dit qu'au départ, c'était une niche. Il n'y a pratiquement aucun éditeur en France désireux d'aller sur ce terrain-là, les sciences humaines et sociales. C'est effectivement assez ingrat, mais il faut y aller. On a besoin dans le monde des idées, justement, d'avoir
des arguments, surtout en ce moment, d'avoir beaucoup d'arguments. Et puis, donc là, je reçois énormément de manuscrits, donc il faut que je fasse le tri. Puis généralement, c'est des choses qui me demandent de longues heures de lecture avant de pouvoir les choisir, tout en gardant toujours à l'esprit, pour moi, mes deux collections, l'un sur justement les mondes amérindiens, la connaissance des mondes amérindiens, et l'autre davantage sur des grands aspects contemporains qui peuvent être éclairés par l'anthropologie. Donc oui, je reçois beaucoup de manuscrits, mais davantage finalement sur les sciences humaines et sociales. Et en littérature, à côté de la plaque, pour le coup. Mais ça peut être très intéressant, mais ça ne correspond pas du tout à ce que je fais. Moi, les amis, vous êtes obligés d'y aller parce que je travaille tantôt, puis il faut que je me rende. Puis comme j'anime le bulletin de nouvelles, je ne peux pas arriver en retard. Fait que donc, j'ai comme une demi-heure de route avant d'être au travail. Fait que je veux juste prendre le temps de vous remercier. Anthony, merci beaucoup de l'invitation. Puis je veux aussi dire une chose, c'est que je suis très content de voir tous ces visages, plusieurs avec qui j'ai écrit, et que je me sens très privilégié qu'on puisse avoir ce lien-là. Vraiment, ça me touche beaucoup. Puis je remercie chacun d'entre vous de l'intérêt que vous portez à mon livre, mais aussi à notre littérature. Pour nous autres ici, c'est très précieux, ça, parce qu'on a l'impression qu'on est moins tout seul. Et puis souvent, on se sent tout seul. Puis je trouve que cette initiative-là de faire connaître les maisons d'édition indépendantes est vraiment géniale. Puis je trouve que les éditeurs courageux comme Amaury ont besoin aussi de ce soutien-là. Puis c'était vraiment super. Mon plan, c'est cet automne d'aller faire un tour. On devait y aller au mois d'avril en Europe. Le plan, c'est d'y aller à l'automne. Je suis censé aller à Francfort, à la Foire du Livre. Si jamais ça arrive, je vais faire ça en même temps. J'espère avoir l'occasion de voir le plus possible d'entre vous là. Puis voilà. Fait que je m'excuse de partir comme un voleur. Le départ est très touchant et merveilleux. Je pense que limite, nous avons les larmes aux yeux. Donc, merci à vous, Michel. Merci à vous infiniment de ce moment. Et malgré des millions de kilomètres, merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup encore. Et comme on dit chez nous, Tinash Komitin. Tinash Komitin. Au revoir tout le monde et merci. Hein. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et oui, Amaury, on peut continuer, ça vous dérange pas? Non, non, pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Sylvie, c'est à toi. Tu n'as pas le micro. Oui, là tu es translucide, Sylvie. Active-le. Ouais. C'est bon? On t'entend? Ah, tu m'entends? Oui, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'était une question pour Michel. Donc, c'était une question sur l'influence de la littérature française. Donc, j'aurais pas la réponse. Désolé. Valérie, du coup. Oui, bonjour, Amaury. Moi, j'ai une question du coup qui intéresse plutôt l'universitaire que vous êtes. Par rapport à, on a beaucoup parlé du livre de Tommy Orange l'année dernière. Comment se situe finalement la littérature autochtone canadienne par rapport à la littérature autochtone américaine? Est-ce que les histoires sont similaires, ou très différentes, et comment les sensibilités finalement ressortent? Est-ce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre? Non, moi je pense que effectivement, d'abord, je me suis aperçu que le public français connaissait davantage les auteurs finalement autochtones anglophones via leur traduction, bien sûr. Tommy Orange notamment, Richard Wagamese, que beaucoup vous connaissez, j'imagine aussi. Mais en fait, elles ont, je pense aussi, d'abord des traits communs, forcément. C'est dans leur naissance, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça fait assez peu longtemps sur tout le continent nord-américain où les communautés, les unes après les autres, s'emparent de l'écrit. Donc, il y a déjà cet immense point commun. Les Inuits sont parmi ceux, justement, qui s'en sont emparés les premiers. Et c'est peut-être aussi pour ça que, en tout cas pour le Canada francophone, le Canada en général, ils sont plus représentés dans la littérature. Mais il y a très peu de différence entre les littératures amérindiennes du Canada anglophone et celles des États-Unis, pour une autre raison très simple, c'est qu'à l'origine, les territoires ne s'embarrassent pas du tout des frontières. Donc, on retrouve finalement, d'un côté comme de l'autre, les mêmes thématiques, les mêmes intérêts. Par contre,
c'est vrai que cette littérature-là est plus défendue, mieux défendue en France finalement que la littérature francophone, en tout cas autochtone francophone. Les libraires connaissaient tous Ouagemezé, d'ailleurs l'aimaient, mais n'avaient jamais entendu parler, ou très peu, de Naomi Fontaine, effectivement. Mais ça, je crois, Michel n'est pas là pour le confirmer, c'est dommage, mais je crois aussi que c'est lié à la littérature québécoise tout simplement. Il y a une frilosité qu'on constate vis-à-vis de la littérature québécoise, donc c'est déjà une première barrière. Si en plus on ajoute le fait que ce sont des Amérindiens, alors ça peut piquer la curiosité des libraires, c'est sûr, parce que très souvent, pour beaucoup, les Amérindiens, comme vous dites, finalement, c'est les États-Unis. Déjà, savoir qu'il y a des Amérindiens au Canada, c'est une première étape. Ensuite, leur dire qu'il y a des Amérindiens au Québec. Et qu'en plus, ils vivent encore aujourd'hui. Et comme disait Michel, qu'ils n'aient pas forcément des plumes et ne vivent pas dans des tipis. Là, ça fait tellement d'informations. Je pense qu'à un moment donné, c'est voilà, vers quoi on va. Il va falloir que je trouve les lecteurs pour ça. Et donc, en fait, on surfe sur la vague de ceux qui sont déjà les plus connus. Donc voilà, après moi, c'est ces éléments-là que j'aime, mais c'est pour ça qu'à mon avis, c'est le rôle des lectrices et des lecteurs. Ce sont eux, et c'est vous les prescripteurs finalement, c'est vous qui remontez ça aux libraires et qui ensuite, les libraires voient cet intérêt venir. Moi, je le vois plutôt comme ça en termes de prescription. Moi, je fais souvent la démarche d'aller justement vers les libraires, soit dans ma région, soit ailleurs. Ça les intéresse, mais très souvent, ils sont en train de chercher dans leur tête quel lecteur, quelle lectrice parmi mes clients, mes clientes pourrait être séduit par ça, et souvent c'est pas évident. Ça viendra lorsqu'il y aura quelqu'un d'entre vous, comme vous, qui sera allé vers lui ou vers elle en disant voilà, moi j'ai bien aimé cette lecture, et à ce moment, très souvent, là pour le coup, j'ai des retours très intéressés des libraires. Donc il y a encore quelques barrières à faire tomber, notamment sur l'existence justement d'une littérature dite des Premières Nations, ne serait-ce que la faire connaître, dire qu'elle existe. Et puis, pour le côté université, j'ai justement essayé de contacter aussi, pensant que ça pouvait être intéressant, des gens qui sont des spécialistes, tout simplement des études littéraires, qui ont, je pense à quelqu'un du côté de Caen, je crois que ça s'appelle, c'est Madame Brochard, bref, peu importe, mais qui s'occupe vraiment de littérature amérindienne et québécoise notamment, et qui, elle, n'avait pas eu connaissance de l'apparition d'Amoun, donc pas de Cocoon non plus. Donc maintenant, elle fait cette veille-là, mais elle trouve grand intérêt à ça, et j'espère qu'elle publiera elle aussi des comptes rendus, mais d'un point de vue là, universitaire, donc travailler peut-être sur la langue, peut-être que ce sera les premières critiques que Michel recevra aussi, j'en sais rien. Mais voilà, c'est essayer de fédérer tout le monde en disant il y a une littérature qui est relativement riche et qu'on méconnaît complètement, avec des univers qui nous sont complètement étrangers et parfois très déstabilisants pour ceux qui ont lu certaines nouvelles d'Amoun, justement. Moi aussi, tout l'intérêt que j'ai vu dans Amoun, c'était cette variété, pour ceux, enfin, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir lu, mais cette variété des voix, c'est très, très différent. Il y a évidemment, Michel, on l'a reconnu tout de suite, et surtout quand on relit Koukoum derrière, avec sa nouvelle qui est fabuleuse, qui fait monter les larmes aux yeux, bien sûr. Mais les autres, parfois très ramassés, très condensés, ou alors d'autres qui font appel à un imaginaire avec lequel nous, on a beaucoup, beaucoup de distance, très étonnant. Et je me dis qu'il y a toutes ces voix-là, il faut impérativement qu'il y ait une structure pour les porter, parce qu'elles vont nous enrichir aussi, et finalement, par retour, je pense aussi enrichir la leur. Et puis, peut-être la dernière chose, c'est que c'est sans doute plus facile, pour être honnête, de s'intéresser aux minorités des autres qu'à nos propres minorités. Les Québécois ont du mal forcément aussi avec leur minorité. Ils constituent les populations autochtones. Michel ne savait plus combien il y a de nations. Il y a 11 nations au Québec, 54 communautés avec chacun leur gestion des territoires, les droits afférents. C'est assez complexe, mais en tout cas, ils sont complètement invisibles, pratiquement invisibles. C'est Michel qui a la plus grande, on va dire, superficie, je ne sais pas comment on pourrait dire, surface médiatique, mais il est bien le seul, l'un des rares. Et effectivement, ils sont relativement invisibles. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi, justement, de les mettre en lumière en étant en France, en ayant ce regard extérieur. Et ensuite, peut-être que ça leur bénéficiera. Mais c'est vrai que c'est pas, que je l'ai pas fait non plus dans une visée systématiquement politique ou autre chose. Il y a des associations qui le font très bien, qui défendent, en tout cas, ou même je pense à Richard Desjardins, le chanteur aussi, qui fait beaucoup de documentaires, qui sont des militants. Maintenant, voilà, la littérature peut devenir aussi une action très, très militante.
Oui, un vecteur. C'est d'autant plus frappant parce que vous dites effectivement 11 nations autochtones au Canada. C'est vrai Québec. que au Québec, pardon. Donc j'imagine encore plus largement dans le Canada tout entier. Et c'est vrai que la culture amérindienne américaine finalement a bénéficié d'un vecteur formidable qui est le cinéma, et puis finalement d'un folklore qui a été, alors c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais qui a été finalement diffusé via l'histoire des États-Unis, via enfin, tout ce qui a pu, tous les vecteurs de communication qui ont pu être effectivement mis en place pour relater ces histoires. Et c'est vrai que le Canada et le Québec sont beaucoup plus discrets de ce point de vue-là, et qu'on est toujours sur finalement l'histoire, l'antagonisme franco, anglais et français au Canada, et que globalement, du coup, de ce fait, peut-être que les nations, les Premières Nations québécoises et canadiennes partant ont été un peu effacées du scope. Alors, pardon à tous, mais on va faire un petit selfie avant d'oublier, sinon je vais encore oublier. Voilà, Joalie se recoiffe. Un petit selfie pour tout le monde. Alors, par contre, arrêtez d'écrire dans le chat, sinon on va encore censurer quelqu'un. C'est bon. Il y a quelqu'un qui est vide là-bas, c'est Benoît. Ah, voilà, c'est bon. Ok, super, c'est bon. Amaury, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur... Non, mais c'était. Moi, c'est vrai que j'insiste. Michel l'a dit tout à l'heure, ils ont un médecin, Stanley Voland, qui est un diplômé. Les diplômés commencent à arriver, et c'est important qu'il y en ait justement par rapport à tous les combats qu'ils vont devoir mener. Mais il faut bien qu'on comprenne qu'on est vraiment au début de quelque chose, au début d'un mouvement. Quand je disais tout à l'heure que les littératures de fiction datent des années 70, faut imaginer le caractère très récent de tout ça. Donc c'est normal que finalement il y a encore peu de gens. Michel dit une dizaine d'auteurs, très probablement au Québec, guère plus. Mais voilà, c'est le début de quelque chose, et je crois que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il sert d'exemple aussi pour beaucoup. C'est l'autochtone qui, pour l'instant, a réussi, montre aussi qu'on peut le faire. Et ça, c'est très, très important. Alors, là aussi, il va falloir aller sur, par exemple, aussi les territoires des Inuits. Et puis, ça, je peux vous l'annoncer, c'est quelque chose qui va paraître en 2021, Chasseur au harpon, qui a été le premier roman écrit par un Inuit. Un premier écrit de fiction, jamais écrit par un Inuit. C'était en 1969. C'est Marcoussi Patso. Il y a encore une hésitation sur le calendrier, mais en 2021, il y a 2 romans qui sont prévus. Il y a donc Chasseur au harpon de Marcoussi Patso, en sachant que c'est un document, c'est presque carrément un document historique aussi, par son caractère justement pionnier, par une littérature extrêmement brute. C'est un roman relativement noir, alors que ça se passe dans le Grand Blanc, donc c'est assez étonnant. Je pense qu'évidemment, on est extrêmement loin de ce que fait Michel, ça c'est certain, et pourtant on retrouve cette notion de territoire extrêmement ancrée, évidemment la présence des éléments naturels, et là encore c'est notre vision, on va dire nous d'occidental, qui voulons séparer les choses, parce que pour beaucoup, quand ils sont Premières Nations Inuit, ils font partie de la nature, ils sont la nature au même titre qu'autre chose, et d'ailleurs même dans ce roman, il y a à un moment donné un ours qui finalement, on voit une scène du point de vue de l'ours, qui est pratiquement en train de regarder les humains avancer et savoir à quel moment il les attaque. Donc c'est très surprenant. C'est pas extrêmement fluide comme littérature, évidemment, mais elle a été retraduite par un chercheur français qui travaille à l'INALCO, avec qui je me suis mis en contact, sans savoir en fait que ce roman reparaissait au Canada. Et là, il vient juste de paraître en fait, donc c'est un très très bon timing. Et donc là, pour le coup, j'ai acheté les droits, et ça devrait se faire en 2021. Donc avec une traduction complètement revue. Et lui s'est attaché justement au texte qui avait été écrit en Inuktitut, qui est la langue en fait des Inuits, parce que la première version qui avait été diffusée, c'était une traduction de l'anglais d'abord, qui elle-même était une traduction finalement d'Inuktitut au départ. Donc là, on est revenu au texte, et le traducteur est entré en contact avec l'auteur pour peaufiner tout ça. Et malheureusement, l'auteur ne verra pas l'apparition de son livre en français. Il aurait été très intéressé, parce qu'ils ont pas une vénération, je dirais, mais une très grande affection pour la culture française, ou ce qu'ils en savent en tout cas. Et ça aurait
c'est dommage, mais ça aurait été intéressant pour lui. Et effectivement, hésitation dans le calendrier avec justement les chroniques de Kitschike, de Louis-Carl Picard-Sully, dont j'ai aussi repris les droits finalement. Là encore, complètement différent. Léa, j'ai vu qu'elle l'avait tout à l'heure, mais complètement différent de ce que fait Michel. C'est déjanté, je crois que c'est bien le mot, de toute façon, avec peut-être une prévention, c'est que il y a beaucoup dans le langage, c'est justement, il y a beaucoup de québécisme en fait. On est vraiment dans la langue extrêmement imagée. Ça peut-être rebuter certains lecteurs, certaines lectrices et surtout certains libraires en tant que prescripteurs. Mais je crois qu'il faut aller faire cet effort pour découvrir aussi cet univers-là. Donc, il y aura ces 2 romans en 2021, ça c'est une certitude. Et après, on travaille sur les autres projets avec Michel, un Amoun 2, effectivement. Donc, je laisse faire son travail. Et puis, je suis forcément très, très intéressé par ce qu'il a fait sur sa grand-mère Jeannette, fille d'Almanda, donc, et sur les pensionnats autochtones, là, qui sont une histoire effectivement beaucoup, beaucoup plus dure et à lire et à entendre, et dont on imagine, ou nous, on peine à imaginer en France l'impact. Le dernier pensionnat autochtone a été fermé en 1996. Et en fait, ils ont fonctionné pendant une centaine d'années. Et les enfants étaient effectivement soumis à toute une série de sévices qui sont évidemment, qui relèvent non seulement du crime contre l'humanité, mais qualifiés par l'UNESCO de génocide culturel. Donc, comment mettre ça en roman ? À mon avis, c'est toute la difficulté. Et je trouve que là encore, Michel a su utiliser les bons mots. Mais bien sûr, on est quand même dans le dur de la littérature. C'est quelque chose, il va falloir tout simplement l'avaler, cette littérature-là, mais avec sa sensibilité, je pense que ça pourrait convaincre beaucoup. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. C'est bon. Léa ? Non ? La spécialiste de Bacon ? Non, ce que j'aimerais dire, c'est déjà remercier l'éditeur déjà d'avoir publié ce formidable recueil de nouvelles que je conseille. J'adore les nouvelles et c'est vrai que c'est un genre qui mériterait d'être beaucoup plus mis en avant, notamment en France. Puis Coucou, mon roman magnifique, et notamment si vous avez aimé Amoun, la plupart de ces auteurs se retrouvent notamment chez Mémoire d'Encrier. Donc si vous aimez notamment la poésie, ils ont tous écrit des recueils de poésie chez Mémoire d'Encrier. Et si aussi vous préférez plutôt tout ce qui est roman, prose, donc il y a Naomi Fontaine aussi, chez Mémoire d'Encrier. Et il y en a je peux en conseiller des tonnes, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, merci beaucoup de publier ces merveilles et puis j'ai hâte de lire les prochains. Merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, il est temps de nous quitter. On aurait pu encore rester, je pense, des heures, mais on va s'arrêter là. En tout cas, Amaury, merci infiniment pour déjà avoir accepté l'invitation malgré quelques doutes au départ. Mais on a bien fait, je pense qu'on a bien fait. Mais si je peux me permettre, Anthony, c'est qu'effectivement, mais il faut que ce soit clair, c'est que mon métier, c'est celui d'être évidemment dans l'ombre, beaucoup plus. C'est vraiment l'auteur que je veux en tout cas promouvoir. Moi, j'y voyais pas d'autre intérêt, mais de plus en plus, et puis évidemment, vous m'avez facilement convaincu, mais je vois que beaucoup de gens s'intéressent finalement à la structure, à l'idée de lancer tout ça et comment ça se passe tout bêtement. Donc, je pense que je peux évidemment juste avoir un rôle de témoin, mais l'idée, c'est la littérature avant tout. Donc là, c'est vrai qu'au départ, je me disais non, moi, la littérature se suffit à elle-même, et puis il y a l'auteur qui pourra bien mieux en parler que moi, bien mieux le défendre. Mais voilà, ça m'a convaincu. Et puis surtout, quand j'ai regardé sur YouTube les rediffs aussi, je me suis dit, voilà, je vais mettre aussi un visage sur les noms. C'est très intéressant avant de se rencontrer sans doute en vrai, puisque Michel viendra effectivement, si tout se passe bien, faire une tournée. Alors, j'ai plus les dates, mais en octobre, ça va tomber sur, je crois, les semaines de vacances pour nous en France. Et donc, on va essayer de tourner entre Paris et puis on était accueillis à Ombre Blanche aussi à Toulouse. Il y a une libraire à Lyon qui est fan absolue, donc on va devoir y aller. Il y a Quai des Brumes à Strasbourg aussi, donc on va essayer de faire ça, mais en sachant, comme il dit, que c'est assez compliqué d'avoir les fonds du Canada. Alors là encore, Michel a proposé d'y aller de ses économies, moi aussi, pour essayer de trouver des solutions et de couchage, de transport, tout ça. Mais on va le faire et en espérant que ça tombera au moment où sera annoncé le prix. Et avec, j'ai beaucoup d'espoir. Et comme il dit, Allemande à veille. Donc on espère qu'on va aller jusqu'au bout comme ça. C'était très important pour nous de mettre tous
chaque semaine, à chaque fois, en tout cas, les éditeurs devant la scène et pas derrière, parce que vous faites un travail formidable. C'est vous qui êtes à l'origine de chaque texte. Donc, merci infiniment à vous, Amaury. Voilà. Merci à vous, en tout cas. C'était très, très aimable à vous. Et puis, j'ai beaucoup aimé. Merci à vous, en tout cas, pour votre accueil. Tant mieux. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de week-end. Bon week-end. Merci à tous. Merci Anthony. Merci Amaury. Salut. Merci Anthony. Au revoir. De rien. Au revoir.